Bonjour à tous et bonjour à nos amis qui nous suivent sur Internet. Donc nous sommes réunis pour la conférence du Fonds français sur comportement alimentaire et santé des adolescents. Y a-t-il un effet génération? Je ne présenterai pas nos intervenants qui se présenteront les uns après les autres. Ça préservera un petit peu de surprise pour la suite. Et juste quelques mots en exergue et juste avant l'introduction de Dominique Assuto. Je suis vraiment très contente que cette conférence se tienne au CNIEL. Alors pas parce que je m'y sens un peu chez moi, bien sûr avec l'Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires, mais surtout parce que ici, on a mené de 2007 à 2011 le grand programme de recherche à l'IMADO avec l'Agence nationale de la recherche et les universités et laboratoires CNRS de Marseille, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Strasbourg, région Alsace. Et donc, en fait, c'est quelque part une continuation de tout ce qu'on a fait à ce moment-là et qui continue de vivre avec cette conférence aujourd'hui. Je laisse la parole immédiatement à Dominique, qui va introduire cette conférence. Alors, bonjour. Ah, ça fonctionne, oui. Je m'appelle Dominique Adel-Cassuto, je suis médecin nutritionniste et je suis, depuis maintenant une vingtaine d'années, spécialiste, entre guillemets, de la nutrition des ados. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, pour avoir aussi écrit pas mal de livres sur le sujet, notamment un livre qui s'appelle L'alimentation des ados de A à Z, qui est un livre assez pratique et qui est très clinique, avec un abécédaire sur tous les thèmes. Bon, donc, je remercie d'ailleurs le Fonds français de m'avoir invité pour introduire. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Donc, mon rôle ce matin est d'introduire la conférence. C'est vrai que la question, c'est est-ce qu'il y a un effet d'âge ou est-ce qu'il y a un effet de génération? Alors, pour introduire cette conférence, moi, je vais faire un petit pas de côté pour raconter ce que c'est que l'effet d'âge. Parce que pendant longtemps, on a dit les ados, espèce de bestioles là, qui sont particuliers. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va se demander, il y a des spécificités ados, donc moi je vais essayer de vous dresser vite le portrait d'un adolescent et de voir un peu ce que disent les études sur ça. Et puis avec nos deux collègues, voir un peu s'il n'y a pas un effet de génération, ce qui avait déjà, d'ailleurs, comme je vais vous le montrer, été dit par le CREDOC dans ses observations. Alors, comment ça marche comme ça? Alors, justement, la spécificité des ados, justement, pour répondre peut-être effet d'âge. Alors, il est classique, et nous sommes tous convaincus, que cette période est gérée par une crise. Alors, l'Académie nationale de médecine, en 2014, a défini la crise d'adolescents comme un double mouvement constitué par le reniement de l'enfance d'un côté, donc c'est un espèce de va-et-vient, les psychiatres aiment bien dire ça, de va-et-vient, les psychanalystes aiment bien le va-et-vient entre le royaume de l'enfance et puis le statut d'adulte. C'est ça, donc un reniement de l'enfance d'une part et la recherche du statut d'adulte de l'autre. C'est ça qui fait la crise, qui est un processus psychique que traverse tout adolescent. Du coup, ça génère des conflits. Et les conflits se situent à différents niveaux: indépendance vis-à-vis des parents, nouveau rapport au corps modifié dans sa morphologie du fait de l'apparition des caractères sexuels secondaires et deuil des objets infantiles, tendance au repli narcissique, on a tous vu des adolescents rester 3 heures dans la salle de bain à se regarder dans la glace, et questionnement sur l'identité. Donc ça, c'est une vraie définition et qui nous permet d'avancer sur ce que c'est qu'un adolescent. Donc, à l'adolescence, l'ennemi, c'est le corps. Donc, du coup, vous voyez comment on peut arriver rapidement entre le corps et l'alimentation. La passerelle est vite faite. Le corps reste au centre des préoccupations des adolescents. Leur apparence est essentielle. La majorité des adolescents gardent une bonne image de leur corps, finalement, avec ces résultats qui, avec l'épreuve du miroir, plus d'un tiers sont contents, un tiers dans le doute et près d'un quart sont sans impression. Donc, vous voyez que malgré tout, même si le corps est un ennemi, il y en a quelques-uns pour qui ça va bien. Alors, il y a plusieurs études en France qui ont essayé de détailler les rapports entre la santé et l'adolescente. Une étude notamment qui a été faite en 2013 sur 15 235 adolescents dans 3 régions de France. C'était une enquête épidémiologique.
Et puis une autre étude de l'ANSES qui a essayé de voir justement les rapports entre les disparités socio-économiques et les apports alimentaires et nutritionnels chez les enfants et les adolescents. Donc c'est les études récentes. Et bien sûr, il y a eu l'étude Alimado qui est un peu plus ancienne et qui a essayé de bien brosser de façon sociologique, aussi bien au niveau avec des enquêtes au niveau des adolescents qu'au niveau des parents de ces adolescents, tous les rapports et puis balayer toutes les idées reçues sur l'alimentation des adolescents. Alors, les ados d'aujourd'hui sont finalement étonnants, hein, surtout ça c'est les résultats de l'étude de l'INSERM, sont étonnants, ils sont non caricaturaux, hein, ils sont bien avec leurs parents, c'est éloigné de l'image véhiculée sur eux, inconscients, désenchantés, dépendants des objets plus que des liens. Donc c'est très important ça, et ça avait déjà été dit dans l'étude Alimado, c'est-à-dire que finalement on leur colle des étiquettes et finalement c'est pas l'étiquette qu'on croit qu'ils ont. Et ils sont finalement pas si loin d'être attachés à des valeurs. Les résultats scolaires sont importants et ils sont très créatifs. Les comprendre et les connaître permet de mieux les appréhender, hein, aussi bien en tant que clinique qu'en tant qu'industriel ou en tant qu'éducateur. Alors, leur rapport aux réseaux sociaux est très important. 88% des adolescents sont sur les réseaux sociaux, et ça doit être même peut-être un peu plus déjà maintenant. Alors, leur consommation de substances psychoactives, hein, les filles se mettent au tabac et comme les garçons. L'alcool, toujours plus pour les garçons, mais les filles, de plus en plus, ont des chiffres inquiétants d'alcoolisation ponctuelle. Hein, dans le mois précédent l'enquête, hein, c'est le fameux binge eating, le fameux binge drinking, pardon. Ça, c'est la nutritionniste qui revient, avec des consommations de cannabis quand même qui sont là. Alors, leur scolarité, donc, une très grande majorité d'entre eux la trouvent fatigante, stressante et énervante, voire pénible. Seulement un tiers des jeunes la trouvent agréable, bien qu'ils le considèrent comme essentielle. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Alors, dans cette étude, ils avaient posé des questions sur la motivation pour faire du sport. Heureusement, le plaisir est en premier. Hein. En France, le plaisir, que ce soit l'alimentation ou l'activité physique, c'est bien en premier. Donc, les adolescents font du sport pour plaisir, mais quand même, il y a un rapport avec la santé. Hein, ils ont bien compris et ils ressentent bien que de faire du sport, c'est pour être en bonne santé. Alors, il y a une autre étude qui est une étude internationale qui montre, ce qui est intéressante, il y a deux études, l'étude HBSC puis l'étude ELENA, dont M. Béguin va vous parler tout à l'heure, qui, eux, au lieu de montrer des photos instantanées d'un panel d'adolescents, font des suivis de cohortes. Et là, l'étude HBSC a 33 ans de suivi, donc c'est quand même très intéressant. C'est une étude internationale. Et pour la France, c'est l'équipe de Bordeaux qui est responsable. C'est à Bordeaux que les résultats les enquêtes sont faites. Et alors, dans ces études, justement, quand on voit de façon longitudinale, justement pour voir un peu si c'est une histoire de génération ou d'âge, on voit qu'il y a des résultats positifs. Finalement, 95% des 11-15 ans indiquent une satisfaction élevée de leur santé. Mais plus ils avancent en âge, plus la proportion diminue. Les différences entre les garçons et les filles apparaissent à 13 ans. Et il semblerait que la consommation de tabac et que la consommation d'alcool, même si on sait qu'il y a une alcoolisation de week-end, commence à diminuer de façon marquée au cours des dernières années. Donc c'est quand même un résultat positif. Les garçons sont encore plus susceptibles de fumer et de boire que les filles, mais les différences dans les deux sexes baissent. Donc ça, c'est quand même intéressant, même si en clinique, souvent, et dans les carnets alimentaires, on voit vraiment qu'il y a quand même pas mal d'alcool chez ces adolescents plus âgés. Des tendances encourageantes aussi dans les comportements à risque et les niveaux de consommation de drogue dans de nombreux pays. Donc ça, c'est quand même un résultat positif pour ces adolescents et leur santé. Et puis, il y a quand même des défis permanents. Les filles ont une moins bonne santé mentale. Elles sont plus sujettes à des dépressions chroniques ou des tentatives de suicide. Le surpoids et l'obésité sont plus élevés chez les garçons, mais les filles sont plus préoccupées par leur poids. Donc depuis que l'étude HBSC existe, ces résultats sont toujours permanents. Les filles sont toujours en train de faire des régimes, se voient toujours plus grosses qu'elles ne le sont. Et un quart des filles de 15 ans suivent un régime alimentaire ou surveillent leur poids, ce qui est quand même très impressionnant. Les habits alimentaires s'aggravent avec l'âge, c'est-à-dire que la fréquence du petit déjeuner
La consommation de fruits, la pratique des repas en famille diminue entre 11 et 15 ans, c'est-à-dire qu'à 11-12 ans, ils sont encore bien coachés par leurs parents, hein, probablement. Et il y a une démission parentale par rapport au petit déjeuner, par rapport à peut-être l'apport de fruits et légumes et des repas en famille par la suite. Les niveaux d'activité physique restent très faibles. Hein. Seulement 25% des 11 et 16% des ados de 15 ans satisfont aux normes actuelles de l'activité physique, c'est-à-dire globalement 30 à 60 minutes d'activité physique par jour, ce qui n'est absolument pas le cas dans tous les cas dans les grandes villes. Les filles aussi sont moins susceptibles d'atteindre l'activité physique recommandée. Ça, c'est une principale conclusion du rapport HBSC. Alors, on va se poser peut-être la question, finalement... Ah, mais il m'en manque... Attendez. Manger à l'adolescence, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... Alors là, quand on voit ces photos, hein, j'ai pioché quelques photos dans Google, ils ont l'air d'être assez heureux de manger. Et effectivement, ils sont rarement seuls, sauf celui-là, sauf ce jeune homme qui, lui... mange des protéines pour se faire du muscle, en fait. Alors, manger à l'adolescent participe à la construction de son corps, à l'image qu'il en a et qu'il veut donner, et se forger aussi une part de ses appartenances et de ses identités, hein. Exprimer un style, son style ou celui des groupes de pairs qu'il a choisis, hein. Françoise Dolto avait l'habitude de dire que les adolescents, c'était des homards, hein, et le homard... C'est un animal qui a une carapace à l'adolescence, à l'enfance, une carapace à l'adulte. Et entre la période qui pourrait être l'adolescence du homard, il mue, il n'a pas de carapace. Et donc, du coup, pour être protégés, ils se mettent en banc, collés les uns des autres. Hein, et c'est pour ça qu'elle a écrit ce magnifique livre qui s'appelle « Le complexe du homard », qu'il faut absolument faire lire aux adolescents pour qu'ils comprennent un peu qui ils sont. Donc, la photo montre bien la horde d'adolescents homards. Alors, dans l'étude de l'INSERM, il avait posé la question justement, qu'est-ce que ça veut dire manger à l'adolescence? Alors, 78% des adolescents déclarent que manger est un plaisir, heureusement, hein, les petits Français. 79% des garçons versus 77% des filles. 17 disent que c'est une obligation, 4 une contrainte. 60% des adolescents font attention à ce qu'ils mangent, donc c'est quand même assez intéressant parce de façon intuitive, on n'aurait pas dit ça. Les filles, bien sûr, plus que les garçons. Cette attention dépend de l'âge pour les deux sexes et les garçons semblent relâcher leur attention entre 15 et 17 et les filles entre 14 et 17, comme si finalement, au moment de la puberté, l'attention était très importante pour contrôler finalement ces modifications corporelles. On pourra en parler dans la discussion. Hein. C'est le premier pic des troubles du comportement alimentaire, c'est entre 12 et 13 ans chez les filles. Peut-être justement à la recherche du plaisir, de la convivialité et de l'indépendance. Hein. Manger ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qui correspond à notre groupe est quand même très important dans la recherche de l'identité. L'attention à l'alimentation, donc quand on leur pose la question, la santé hein, est le premier postes pour lesquels ils répondent pourquoi on fait attention à son alimentation, le poids en deuxième. Et les filles choisissent bien sûr le poids, les garçons la santé, ce qui est intéressant quand même à pointer. Alors le regard des autres, c'est plus souvent évoqué chez les filles, donc ça probablement on en reparlera dans la discussion. Plus grande attention à leur apparence, il est moins cité par les filles de 18 ans et les garçons de plus de 17 ans. Et le regard des parents finalement n'est pas très important. Les chiffres d'obésité ne sont pas si importants, finalement. C'est d'ailleurs des chiffres cohérents avec les études de DRESS, HBSC, un K2 qui est un peu ancien, mais on n'a plus en France d'études nationales sur les chiffres d'obésité. Obépis s'est arrêté maintenant pour les adultes, mais c'était arrêté chez les enfants il y a un certain temps. Donc on n'a pas vraiment de chiffres nationaux, on a des chiffres dans différentes régions. Et on a finalement 2,7%, 3% d'obésité de façon nationale. Si on va dans des régions, si on va dans des quartiers, les chiffres ne sont pas les mêmes, et de surpoids. Et on a surtout une augmentation de l'insuffisance pondérale. Donc ça, c'est quand même peut-être une sonnette d'alarme. Il y a peut-être plus de maigreurs qui apparaissent. Enfin, la maigreur augmente, enfin, en tous les cas, notamment chez les filles.
Et il y a aussi, si on regarde l'IMC réel et l'IMC ressenti des garçons et des filles selon ce qu'ils pensent de leur physique, finalement, quand elles ont une corpulence normale, elles sont quand même tristes, ces filles, hein, d'avoir une corpulence normale. Elles pensent qu'elles sont trop grosses. Donc on revoit et on retrouve les résultats d'HBSC ou de l'étude HBSC où les filles sont très préoccupées par leur corps et très préoccupées par leur poids et de l'image qu'elles renvoient. Mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'IMC est très lié au niveau socio-économique. Donc, quand on parle peut-être d'effet âge et d'effet génération, il faudrait peut-être probablement rajouter le niveau socio-économique, parce que c'est quand même très important. Et on voit qu'il y a la CSP des parents, mais aussi le niveau d'études du chef de famille, qui est quand même très important à noter. Donc ça, c'est probablement dans le débat. Effet âge, effet génération, peut-être il faut rajouter aussi cette notion de niveau socio-économique. Et les consommations alimentaires aussi sont très liées à le niveau socio-économique du foyer, parce que plus le niveau socio-économique est faible, plus la consommation de fruits et légumes baisse, plus la consommation de charcuterie monte, la consommation de yaourt et de fromage baisse, les desserts et les boissons sucrées augmentent. C'est donc une étude, mais c'est quand même une tendance. Et par rapport aux produits laitiers, j'ai pris cet exemple-là, puisque nous sommes dans la maison du lait. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit, par exemple, pour la consommation de lait, la consommation de produits laitiers, qu'il y a vraiment une chute de consommation depuis les enfants jusqu'aux adolescents. Et j'ai pris cet exemple justement parce que dans l'étude Alumado, il y avait vraiment un effet très intéressant sur le lait. Le lait étant le prototype de l'aliment enfant. Et ces adolescents disent « Ah, je ne prends plus de lait le matin », mais quand ils rentrent le soir à 4 heures, hein, c'est ce que vous aviez retrouvé dans Alimado, eh ben, ils se refont le petit lait pour se dire « Ça y est, c'est mon doudou ». Donc, c'est les aliments doudou, les aliments navettes, hein, ce que vous aviez appelé ça. Ce qui fait que finalement, ces adolescents veulent montrer qu'ils sont des grands, et puis ils sont à 4 heures quand ils rentrent au goûter, ils sont de nouveau dans le besoin de se retrouver des enfants. Tout ça, c'est ça les adolescents. Alors on pourrait faire ça pour plein de produits, notamment pour les bonbons. Hein, on dit souvent la 6e, c'est l'année des bonbons. Hein. Il y a une année où on est autonome, mais on achète des bonbons à 4 heures parce qu'on a un petit euro dans la poche, etc. Donc c'est vrai, quand on dit est-ce qu'il y a un effet d'âge, il faut peut-être prendre aliment par aliment et peut-être pas globaliser sur l'alimentation en général. Donc ça, c'est à mettre aussi dans le débat. Alors, il y a d'autres sujets qu'on pourrait, et puis alors on pourrait passer une journée entière sur l'alimentation, la santé des ados, parce qu'il y a le rythme des repas, les repas en famille. Les Américains ont publié il n'y a pas très longtemps une étude que quand on fait des repas en famille, on est en meilleure santé, on est moins gros. Donc nous, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà quand même découvert avant. Enfin, en tous les cas, on ne l'avait pas lâché. Le sommeil. Et donc, le sommeil, l'alcool, le tabac, le cannabis, les écrans, les réseaux sociaux, tout ça sont des études qui pourraient nous aider à comprendre comment ces adolescents mangent et quels sont les rapports avec leur santé. Notamment dans l'étude Elena, dont M. Gobin va vous parler tout à l'heure, il y avait une étude sur sommeil et sommeil adolescent chez des adolescents de 8 villes européennes, dont Lille est la ville française, a établi un lien entre la durée de sommeil et l'adiposité. Donc ça, vous savez que c'est quand même de plus en plus accepté. On sait que maintenant, il y a un rapport entre sommeil et poids, indépendamment finalement de ce qu'ils mangent. Et en même temps, on sait aussi que ceux qui dorment moins de 8 heures ont des comportements et des choix alimentaires beaucoup moins favorables à leur santé. Ils mangent moins de fruits et légumes, ils font moins d'activité physique, etc. Donc quand on dit rapport alimentation et santé, qu'est-ce qu'il faut rechercher, qu'est-ce qu'il faut travailler? Nous allons peut-être en débattre après. Alors, l'effet de génération. Alors, c'est le CREDOG, donc c'est des diapositives que Pascal Ebel m'a prêté, du CREDOG. Comment démêler les effets d'âge et les effets de génération? C'est assez compliqué finalement, parce que c'est
un cycle. Il y a l'époque, il y a l'âge, il y a la génération. L'époque bouge le cycle de vie. Chaque génération a son propre calendrier. L'époque marque les générations aussi. Donc ça, c'est difficile à débattre. Et nous sommes très contents d'avoir M. Delcroix qui, lui, s'intéresse justement aux ados de maintenant, la génération Z, qui s'appellera autrement après. Alors, eux, au Crédoc, ils ont des termes sur les générations. Ils ont appelé la génération rationnement, réfrigérateur, robot électrique, hypermarché, services low cost. Et la génération Y, entre guillemets, c'est ce que j'ai mis en rose, c'est-à-dire ceux qui sont entre 77 et 96. C'est la génération nomade. Donc, ils ont des caractéristiques particulières dans leur style de vie, dans leur comportement, puisque le Crédoc, quand même, s'intéresse au comportement. La génération d'après, c'est donc celle dont on va parler après, la génération Z. Alors, eux, ils ont fait des tas d'études sur justement les effets générationnels par rapport à l'alimentation. Donc, on a un effet défavorable aux dépenses alimentaires, c'est-à-dire que finalement, plus ça va, moins les gens dépensent pour leur alimentation. Donc ça, c'est ce qu'ils ont trouvé. Et là, c'est sa dernière diapositive qu'elle m'a prêtée. Donc on voit que finalement, les jeunes générations sont encore plus sensibles à l'environnement. Donc du coup, il y a la santé qu'on a vu qui était pointée pour eux. L'attention à l'alimentation, c'est la santé en premier poste. Mais il va y avoir l'environnement, la planète. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ça, à mon avis, quand on s'intéresse à l'alimentation des adolescents. Et je le vois tous les jours, de plus en plus de mamans m'amènent des garçons qui veulent plus manger de viande, par exemple. Et c'est très intéressant parce qu'elles sont paniquées de voir que leurs enfants, ils sont pas maigres, ils vont très bien, ils sont très heureux de plus manger de viande, mais les parents ne savent pas comment gérer ce garçon. D'habitude, on m'a amené beaucoup d'adolescentes qui ne voulaient plus manger de viande, c'est peut-être une autre idée de l'alimentation. Là, c'est vraiment, je ne veux plus manger de viande, pour la planète, je veux manger végétarien. Et donc, du coup, j'ai des consultations pour les mamans, pour expliquer ce qu'il faut qu'elles achètent, et pour les adolescents aussi, pour s'autonomiser, parce que c'est quand même le but, c'est de s'autonomiser. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on a vu, il y a le niveau socio-économique à mettre en route, et maintenant, la planète et l'environnement. Alors, finalement, c'est pas nouveau qu'on dit que la nouvelle génération n'est plus ce qu'elle était. Hésiode au 8e siècle disait « Je n'ai plus d'espoir pour l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain parce que cette jeunesse est devenue insupportable et sans retenue. » Socrate disait « Notre jeunesse est mal élevée, elle se moque de l'autorité, elle n'a aucune espèce de respect pour les anciens. » Au XVIIe siècle, on avait déjà « Les jeunes sont fiers, mal à propos, étourdis, indiscrets, entreprenant, plein d'affectation, se faisant une sorte de mérite des arts négligés qu'ils se donnent. » Mais alors, donc là, on va parler de la génération Z et on va voir ce qu'elle est maintenant. Oscar Wilde disait « La nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. » Alors là, j'avoue que moi c'est ça. Parce que franchement, c'est mieux d'être jeune quand même. Et vous nous répondrez. Mais je vous remercie de votre attention. Et je peux répondre bien sûr, voilà, on va prendre juste des petites questions très liées aux interventions et ensuite on regroupera tout pour discuter sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention de Dominique Cassuto? Sur Internet peut-être Florence, y a-t-il des questions sur Internet? D'accord. Bon. Non, pas de questions. Donc on va tout de suite... Une question. J'ai pas vraiment de questions. Par contre, il y a un point que tu as souligné que je trouve extrêmement intéressant. On a beaucoup fait, et comme dirait Jean-Pierre Poulain, on a mis à l'agenda politique très très vite et de façon très massive la question du surpoids et de l'obésité, et voir que chez les adolescents, le surpoids et l'obésité sont parfois bien plus faibles que le sous-poids aujourd'hui, pose vraiment question, et peut-être qu'il faut mettre autre chose à l'agenda et politique et nutritionnel. Donc je trouve ce point assez intéressant. On va passer tout de suite à l'intervention sur les résultats de l'étude ELENA de M. Laurent Béguin. Merci. À vous, je vous laisse vous présenter. Je remercie le FAS de m'avoir invité pour présenter les résultats de l'étude ELENA. Donc, je suis Laurent Béguin, docteur en sciences. Donc, je travaille dans un centre d'investigation clinique qui est une structure spécialisée donc, en expérimentation chez l'homme au CHR de Lille.
avec le professeur Gautran, donc, qui est également de l'Université de Lille 2. L'Université de Lille 2 était également porteur du projet ELENA en France. Et on fait également partie d'un laboratoire qui s'appelle le Lille Inflammation Research International Center. Alors, on va commencer par la première diapo pour se poser la question pourquoi l'étude ELENA a eu lieu. C'est parce que si on regarde donc la répartition du surpoids et de l'obésité en Europe, on remarque très rapidement que dans le sud, il y a des valeurs très très élevées, et en particulier par exemple en Crète où on atteint là 39%. Donc on doit se demander s'il n'y a pas des inégalités de santé. On ne les connaît pas encore à l'actuel. Et donc, cette étude ELENA a eu lieu grâce à ces données-là, malheureusement. Mais également, il faut savoir que c'est à l'adolescence que les habitudes alimentaires, les habitudes d'activité physique se construisent et perdurent à l'âge adulte. Alors, les inégalités de santé et l'activité physique, la nutrition chez l'adolescent ou même chez l'homme se fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau individuel, selon qu'on est un homme ou une femme, qu'on a des connaissances, des croyances sur l'alimentation, selon le plaisir, on en a parlé tout à l'heure. Ça, ce sont des facteurs individuels qui vont dénoter d'une nutrition bien particulière. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est l'environnement proche, l'école, le lieu de travail, vont influencer, alors je ne vais pas tous les citer, mais vont influencer la nutrition de l'adolescent également, mais aussi à un niveau plus élevé, cette fois-ci, carrément au niveau global, sur des facteurs sociétaux, politiques et législatifs. Ça semble important. Alors donc, l'étude ELENA, en gros, était une étude pour faire une photographie des adolescents en Europe sur leur nutrition au sens large. Donc la nutrition au sens large, c'est quoi? C'est de l'anthropométrie, de la composition corporelle. Donc en fait, c'est de savoir leur IMC, tour de taille. Beaucoup de biomarqueurs sanguins en nutrition, donc on évalue aussi les vitamines, les minéraux, mais également des facteurs inflammatoires. L'alimentation, ce que mange l'adolescent, ce qu'il préfère manger. Est-ce qu'on l'aide à bien manger également? Donc ça sont des facteurs importants. Les styles de vie, pratique d'une activité physique. Est-ce que l'environnement est favorisant pour une activité physique importante? Également la condition physique, qui est en fait la forme physique, donc l'endurance, la résistance, la souplesse. Et également des mutations génétiques, parce qu'on est tous différents vis-à-vis de la nutrition et le résultat de la corpulence. Donc ça, c'est simplement le site internet de l'étude ELENA. Et donc l'étude ELENA s'est déroulée dans 11 villes et 10 pays d'Europe, avec plus de 3900 adolescents qui ont participé. Ils étaient tous âgés entre 12 et 16 ans. Alors là, on va rentrer dans pas mal de diapos de méthodologie, mais je suis obligé de passer par là pour bien que vous compreniez bien les résultats à la fin. Donc les tests cliniques qui étaient réalisés, donc c'était des tests simples comme le poids et la taille forcément, mais également la pression artérielle, les plis cutanés pour avoir donc l'épaisseur de la peau, donc l'adiposité, des circonférences, de la composition corporelle par bioimpédancemétrie électrique. Également, on mesurait donc les apports alimentaires avec un logiciel qui s'appelle le Young Assessment Nutritional Assessment on Computer, donc qui se faisait donc dans les salles de classe. Et donc l'adolescent avait un menu déroulant où il choisissait donc à partir d'une assiette vide ce qu'il avait mangé et il cliquait à la quantité exacte de. Là, ce sont des brocolis qu'il a pris. Ensuite, j'ai pas pris les frites. Ensuite, donc, ces résultats, donc, c'était 2 fois 24 heures, étaient rentrés dans une base de données. Elle était ensuite liée à une table de composition des aliments. Donc ensuite, on pouvait donc avoir une base de données analysable avec les apports énergétiques, la répartition des lipides protéines. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pouvait saucissonner dans tous les sens. Alors ça, c'est juste pour montrer la grosse machinerie logistique de l'étude ELENA, où les prélèvements sanguins partaient à Lille pour la génétique, à Madrid pour tout ce qui était inflammatoire, à Rome pour les vitamines. Donc c'était vraiment très européen et les tubes allaient dans tous les sens.
Et on avait aussi pas mal d'auto-questionnaires où l'adolescent répondait lui-même sur ses connaissances sur l'alimentation, ses fréquences alimentaires, ses influences alimentaires, son comportement alimentaire, ses comportements d'activité physique, le niveau socio-économique, on en a parlé tout à l'heure, était très très important, et également un dernier questionnaire qui était plutôt destiné aux parents, là, qui était la durée d'allaitement maternel exclusif de ces adolescents. La mesure de l'activité physique se faisait par des accéléromètres, donc ce sont des petits appareils qui sont posés dans le dos, qui mesurent les accélérations et les décélérations dans les 3 dimensions de l'espace. Donc là c'est un peu technique, mais on avait donc des profils d'activité physique des adolescents pendant une semaine. Et également la condition physique se mesurait dans tous ces tests. Donc là ici la condition physique c'était la course de fond, donc la mesure de la capacité maximale aérobie, donc c'est l'endurance. Donc elle mesure en fait les capacités cardio-pulmonaires, mais moi je rajoute le corps entier, puisqu'il y a aussi le mental qui intervient, les jambes. Et donc ça se faisait donc sur un petit parcours de 20 mètres, ça s'appelle le shuttle run, où l'adolescent faisait des allers-retours selon des bips imposés pour aller de 8 à 18 km/h, et donc l'enfant s'arrêtait quand il ne pouvait plus, et on pouvait calculer la VO2 max. On mesurait également donc la force des membres supérieurs, avec la force du poignet, la force des bras. Et pour les membres inférieurs, c'était tout simplement un saut en longueur. Donc tout ça, c'était des mesures bien calibrées avec des procédures bien spécifiques. Et donc toutes ces procédures sont disponibles dans un bouquin. Donc on voit ici la photo. Et donc les facteurs étudiés dans ELENA, on va reprendre le schéma qu'on a vu tout à l'heure en diapo numéro 2 ou 3, je ne sais plus laquelle. Et donc les facteurs étudiés dans ELENA étaient d'abord les facteurs individuels. Donc on a étudié les polymorphismes génétiques, on a vu qu'il y avait eu des prises de sang, l'allaitement maternel, le poids de naissance, la durée du sommeil, l'activité physique. Et c'est surtout sur l'activité physique que je vais dérouler après l'exposé des résultats. Les facteurs familiaux et de l'entourage, donc il y avait le niveau socio-économique qui est très important, niveau d'éducation, influence de l'entourage, et pour les facteurs sociétaux et géographiques, le rythme scolaire, on verra qu'on a des résultats très très intéressants, environnement urbain, mode d'habitation, je ne rentre pas dans les détails. Alors là, on passe maintenant, on n'est plus en nutrition, mais plutôt en activité physique, parce que plus vous faites d'activité physique, plus normalement votre corpulence peut diminuer. Et on verra quels sont les effets bénéfiques de l'activité physique, donc à plusieurs niveaux. Alors, on part d'abord du microscopique, donc au niveau des gènes et des biomarqueurs sanguins. Donc, quel est l'impact de l'activité physique sur ces gènes et ces biomarqueurs? Ensuite, on va passer au niveau individuel, donc sur la condition physique, la condition corporelle, le risque cardiovasculaire, la concentration intellectuelle. Ensuite, on arrive à un autre niveau qui est le niveau de l'entourage. Donc, il y a également un effet bénéfique de l'activité physique sur l'estime de soi. Et après, sur l'environnement urbain, forcément, il ne se passe rien. C'est plus au niveau écologique. Là, on n'en parle pas. Et donc, je vais juste vous présenter des résultats sur des polymorphismes de gènes de la corpulence, sur la densité minérale osseuse, et la résistance à l'insuline, et sur la concentration intellectuelle. Donc l'impact de l'activité physique sur ces 4 paramètres. Alors ici, on a un graphique qui montre sur la gauche l'IMC. Lorsque c'est blanc, ce sont des gens qui ne sont pas mutés pour un gène FTO, donc c'est un gène qui est associé à la corpulence. Au contraire, lorsqu'on est muté, donc on a tous, probablement dans la salle, il doit y avoir des gens qui ont cette mutation également, ils ont un BMI beaucoup plus élevé. Alors ça, c'est déjà un premier point. Et on peut séparer cette population en 2 parties différentes. Ceux qui font moins de 60 minutes d'activité modérée à vigoureuse et ceux qui en font plus, c'est d'ailleurs le seuil qui a été déterminé par le PNNS. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que ceux qui font moins de 60 minutes d'activité physique ont toujours cette différence, alors que ceux qui font plus d'activité physique n'ont plus cette différence. On voit bien les différences ici, les barres qui sont complètement différentes. Donc en fait, l'activité physique annule l'effet néfaste de ce polymorphisme. On peut encore séparer la population en 2 parties.
toujours avec le même seuil du PNNS. Et si on regarde le contenu minéral osseux, on a une augmentation de plus 8,6% lorsque les adolescents font de l'activité physique. Donc ça c'est important parce que ça améliore le capital osseux pour l'âge adulte et voire pour plus tard. Résistance à l'insuline et conditions physiques. Donc la résistance à l'insuline, lorsqu'elle est basse, c'est plutôt favorable. Et ici, lorsque la condition physique est élevée, on a des résistances à l'insuline basses. Donc c'est plutôt favorable. Donc ceux qui ont une condition physique élevée, c'est un marqueur de ceux qui ont fait beaucoup d'activité physique. Et ça, donc c'est séparé entre filles et garçons, on n'a pas vraiment trop de différence. Donc plus la condition physique est élevée, plus la résistance à l'insuline est basse, donc c'est plutôt très favorable. Ensuite, alors là, on va mettre en relation des paramètres un peu plus lointains, mais on verra qu'ils ne sont pas lointains. En gros, c'est depuis 2006, j'ai vu apparaître donc dans la littérature, dans des journaux sur le cerveau, donc une corrélation entre la condition physique et les performances physiques, et les performances cognitives, pardon. Donc dans l'ENA, ça a été vérifié. On a fait ce qu'on appelle un test de concentration. Alors ça s'appelle le test du D2, donc là c'est un peu de la méthodo. Ce sont des dés avec des guillemets au-dessus ou en dessous. Et donc l'enfant avait un temps pour entourer les dés avec les guillemets au-dessus et en dessous. Voilà. Et lorsqu'il avait coché un P qui n'était pas un D, parce qu'il avait fait une petite erreur, parce qu'il n'était pas concentré, donc c'était une erreur. Et donc c'était des pages complètes comme ça, sur un temps mesuré. Et après, on comptait les erreurs, on comptait les bonnes choses. Et du coup, on avait un score de concentration. Alors les résultats sont là. En fait, on a ce qu'on appelle une corrélation positive entre la concentration et l'activité physique. Et donc, ça, c'était indépendant du niveau d'éducation des parents, de l'âge, du centre, de l'IMC, du niveau d'activité physique quotidienne. Et donc, en gros, plus l'adolescent fait de l'activité modérée à vigoureuse, meilleure est sa concentration à l'école. Donc ça, c'était un paramètre important à noter aujourd'hui. La partie 2, donc là, on va retourner donc sur ce fameux, cette diapositive avec les gènes. Donc là, tout à l'heure, on regardait l'impact de l'activité physique sur des paramètres. Maintenant, on va regarder quels sont les déterminants. Donc, au niveau génétique, vous savez tous qu'il y a des marathoniens ou des sprinters. Donc, ce n'est pas la même génétique. Dans l'ENA, ça n'a pas été évalué. Par contre, on a évalué pour les individus la composition corporelle, les apports alimentaires. Au niveau familial, donc le niveau socio-économique, l'encouragement des parents également. Et bien sûr, au niveau urbain, est-ce que l'environnement urbain ou les rythmes scolaires peuvent avoir une influence sur l'activité physique des adolescents? Donc là, j'ai pris que deux paramètres, le rythme scolaire et l'urbanisme. Alors ici, c'est un planning de plusieurs écoles qui ont participé à l'étude ELENA. Donc en gros, si on prend le planning des Français, les adolescents commençaient vers 8h, 8h30 l'école, et ils finissaient vers 18h environ. Il y avait des périodes de récréation, donc ici on les voit en bleu. Vers midi, il y avait pas mal de récréation, donc entre 1h et 2. Et l'après-midi, des petites récréations. Et donc on a regardé ces périodes de récréation dans les autres pays également. Et on les a donc ensuite reclassés entre des périodes avec des longues périodes scolaires et des périodes courtes. Et on voit donc, ces périodes où les enfants finissent plus tôt ont des petites récréations. Et ils ont beaucoup de temps libre l'après-midi. On verra ce qu'ils font. Alors, si on regarde la durée de la journée à l'école, ceux qui avaient une durée courte faisaient, on va prendre comme unité, c'est 1,7. Ils faisaient donc 1,7 d'activité physique, tandis que ceux qui avaient une période longue faisaient 1,9. En gros,
ceux qui sont beaucoup à l'école, ils font plus 10% d'activité physique que les autres. Donc ça semble étonnant, on pourrait croire que l'après-midi, ils pourraient s'inscrire au club de sport, mais non, on a plus 10%. Alors après, on a été regarder la semaine ou les week-ends pour voir s'il n'y avait pas des phénomènes de compensation, parce que celui qui fait beaucoup d'activité physique la semaine, peut-être qu'il en fait moins le week-end, mais non. On a eu le week-end aucun résultat différent. Donc là, on a regardé les seuils du PNNS également. Donc la semaine, plus 7%, le week-end, il ne se passe rien. Et c'est surtout pendant la récréation qu'il y a plus 60% d'activité physique. Donc c'est là où ça se passe. Alors, on peut se poser la question, que faisaient les enfants l'après-midi de libre, à ce niveau-là? Eh bien, en fait, ils faisaient des jeux vidéo. Et donc, on a regardé combien de temps en plus, enfin, combien d'enfants passaient plus de 2 heures en jeux vidéo. Eh bien, c'était énorme, 50%. Devant la télé, 35%. Devant un ordinateur, 22%. Et donc le BMI de ces enfants-là était de plus 4%, enfin le BMI, l'IMC, pardon, était de plus 4% pour les enfants qui finissaient plus tôt. Donc pour moi, c'est un mythe. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, on disait les Allemands, l'après-midi, ils ne vont pas à l'école, ils font du sport. Alors c'était sûrement vrai il y a 20 ou 30 ans. Alors là, on est sur des périodes 2006-2007, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas encore les tablettes. On peut se poser maintenant la question. Donc voilà, je l'ai mis. Donc l'activité physique partout pendant. Et donc on peut se poser la question maintenant de la tablette. Est-ce que ces chiffres ont changé? On ne peut pas répondre pour l'instant. Ensuite, alors là c'est l'environnement. L'environnement et la pratique d'une activité physique modérée à vigoureuse. Et donc on a regardé s'il y avait un environnement favorable ou pas, donc la présence de parquets jardins, de pistes cyclables et de trottoirs. Entre ces deux... Voilà, la présence ou pas. Et donc ici, on a la présence d'un city park, par exemple, pour faire de l'activité physique. Eh bien, on avait plus 3% d'activité physique. Lorsque c'est une piste cyclable, on a plus 3%. Et lorsqu'il y a des trottoirs, plus 3%. Donc on voit bien ici l'influence de l'environnement sur l'activité physique des adolescents. Alors là, c'est un petit aparté, c'est plus sur l'activité physique, mais ça me semblait important de... Il y a beaucoup de résultats dans l'ELENA, mais là, ils sont importants. C'est sur l'influence de l'allaitement. Alors, on a analysé 945 adolescents et on a pu mesurer donc leur polymorphisme d'un gène qui est sur le PPAR gamma 2. Bon, c'est un peu technique, mais c'est en gros un gène qui code pour l'adiposité, donc la corpulence future. C'est la différenciation des adipocytes. Donc, dans la population normale, on a 79% de gens qui ne sont pas mutés. Et on en a 21% qui ont cette mutation. On a regardé sur les non mutés quels étaient, s'ils avaient été allaités exclusivement ou s'ils avaient été nourris au biberon. Et donc, s'ils n'ont pas cette mutation, en fait, le BMI est quasiment le même. On a 0,5 km² de différence, c'est pas bien grave. Par contre, chez les mutés, on a regardé également s'il y avait des allaités et non allaités. Là, on voit une différence de plus 0,16% qui est significative. Et donc, ça montre que la mutation est active lorsqu'il n'y a pas d'allaitement maternel. Et donc, cette mutation est également, lorsque les durées d'allaitement sont plus ou moins longues, on atténue les différences. Donc, en gros, ça veut dire que l'allaitement exclusif donc, annule les effets néfastes d'une mutation génétique qui favoriserait plus tard une forte corpulence. Donc en conclusion, je dirais que les forces de l'étude, c'est qu'on a une puissance statistique énorme parce qu'on a le nombre d'adolescents de plus de 3500, des phénotypages complets, des mesures validées à chaque fois. Limite de l'étude, c'est que c'est beaucoup de déclaratifs. C'est une étude transversale, donc elle n'est pas longitudinale pour le moment. Donc les relations de cause à effet ne sont pas prouvées. On a beaucoup d'innovations, beaucoup de confirmations. Alors tous ces résultats peuvent être retrouvés sur le Medicine Science de ce mois-ci. Donc ils l'ont mis en ligne gratuitement. Tous les paramètres de la base de données, on peut les retrouver ici dans le portail épidémiologique de France.
Donc en consultant cette page, on peut avoir le listing complet des paramètres mesurés. Au bout de 10 ans, on n'a pas encore tout fini, mais on commence à épuiser le stock d'analyses à faire. Et donc le mois prochain, donc, on commence une nouvelle étude. On va retrouver nos adolescents de 2006-2007 pour évaluer dans leur fonction cardiovasculaire, également leur fonction cognitive. Et donc on va retourner donc 10 ans en arrière pour retrouver leurs facteurs de risque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Des questions peut-être? Alors Dominique en a une. Oui. Est-ce que vous pourrez nous dire s'il y a des relations entre activité physique et alimentation, là justement, parce que... Oui. Alors ils ne sont pas notés là, mais ce sont les enfants qui mangent le plus, qui font plus d'activité physique. Mais c'est aussi les plus minces. Mais quand ils mangent le plus... Pour manger ce qu'on veut, il faut bouger, quoi. Voilà, c'est ça le message, il faut bouger. C'est le message du PNMS. C'est pour ça que j'ai préféré... Il y a une différence entre ceux qui ont la mutation FTO, alimentation et activité physique. Est-ce que les trois ont été... Non, on n'a pas regardé. Non. Alors après, on met l'apport énergétique total probablement dans les facteurs confondants de l'analyse. Ça, ils sont mis, c'est sûr, mais il n'y avait pas d'influence, non. Des questions peut-être sur Internet, Florence? Ou pas de remontée d'Internet? Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'est effectivement ce que vous avez marqué aussi. D'accord. Juste une remarque. Ce qui était intéressant également, c'était par rapport au rythme scolaire. Et entre les idées reçues et la réalité, qui est quand même assez frappant. Je pense que c'était valable il y a 20 ans, l'histoire des Allemands qui faisaient l'activité physique l'après-midi. Mais alors après, dans ELENA, on n'a pas regardé les Allemands spécifiquement. Oui, bien sûr. Mais l'étude ELENA n'est pas représentative d'un pays. C'est tout l'ensemble. La seule distinction qu'on peut faire, et j'en ai fait dans d'autres papiers, c'est le nord-sud. Tout simplement. Alors on a une question. C'est une question profane, parce que je regardais les courbes de générationnel. Est-ce qu'on vous avez un raisonnement sur l'aspect, excusez, je ne maîtrise pas forcément la notion d'épigénétique. En fait, on est en train de réinventer la roue pour l'alimentation, on retourne dans les champs, et pour le comportement physiologique, on se met à bouger, ce qu'on ne faisait plus. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une période de notre histoire récente où il y a eu une modification qui a pu imprimer un peu nos gènes, enfin une bascule en fait, entre le moment où naturellement on bougeait et notre physiologie, j'imagine que vous n'avez pas les données bien sûr, est à peu près adaptée à ce qu'on recherche à avoir maintenant. Je ne sais pas si ma question est claire. Tout ce qui est épigénétique, ça n'a pas été fait. On va le faire donc dans Belinda, justement, on va refaire des prises de sang. Et par rapport à ce que vous dites sur la génétique humaine, je ne suis pas le mieux placé pour y répondre, mais c'est vrai que nous sommes des chasseurs-cueilleurs au départ. On est fait pour stocker de l'énergie. Alors après, s'il y a eu des phénomènes épigénétiques derrière, ça je ne sais pas répondre, franchement. D'autres questions? Une question d'Internet. Nous avons toujours des difficultés à revoir des patients. Pensez-vous que l'étude Belinda permettra de répondre à vos futures questions? Je pense que c'est sur l'historique en fait, et est-ce que voilà. De clinicien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on perd ses patients et que du coup on aimerait bien savoir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Et probablement que si vous allez en rechercher les facteurs de risque, probablement c'est ça. La difficulté, oui, c'est de les retrouver parce que c'était il y a 10 ans. Ils ont probablement déménagé, ils sont plus chez leurs parents. Donc pour l'instant, on contacte les parents. Ça, c'est vraiment bien. Mais on ne va pas tous les revoir. 50%, ce serait pas mal. On a une autre question très intéressante sur l'allaitement maternel. Pour l'allaitement maternel, avez-vous fait une différence entre allaitement exclusif et allaitement mixte? Oui, tout à fait. Là, c'est des résultats avec de l'allaitement exclusif. Et sur combien de temps? Alors, le minimum, c'est 3 mois pour avoir un effet. Et après, plus c'est long, mieux c'est. Non. Questions? Non. Donc nous allons passer au prochain intervenant en plongeant dans
Génération Z. Avec Éric Delcroix, qui va se présenter et qui va nous présenter son parcours. Donc, comme c'est indiqué dans les premières lignes, je ne suis absolument pas un spécialiste de la nutrition ni de l'alimentation. Mais si on s'intéresse aux Z, je vous expliquerai comment j'y suis venu, on est pratiquement forcé de s'intéresser à ce domaine-là. Alors, Éric Delcroix, c'est qui? Je suis spécialiste des médias sociaux. J'étais l'un des premiers à écrire un bouquin sur Facebook en France. Donc j'en ai écrit un autre sur LinkedIn, j'en ai écrit un autre... j'ai participé à un bouquin sur Twitter. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les réseaux sociaux sont-ils nos amis ?» en confrontation avec un autre universitaire. Pourquoi? Parce que j'étais pendant 10 ans également maître de conf associé à l'université, m'occupant de contenu web principalement. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette également qui est l'e-éducation. Donc tout à l'heure, on parlait d'éducation un petit peu, etc. Donc ça rentre dedans. Et comment je suis arrivé à cette génération Z? C'est en 2010, on m'a demandé d'écrire un article au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'occupe des jeunes délinquants, parce qu'ils avaient un gros problème. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait sur Internet et comment il fallait gérer ces jeunes sur Internet. Et moi, j'avais déjà vu le terme de génération Z, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des générations précédentes, qui est la génération Y. Et donc en 2010, je me suis intéressé à cette génération Z, et je me suis aperçu que ce qui était raconté sur la génération Z, moi j'avais 2 exemplaires à la maison, c'était typiquement tout ce qui était raconté partout. Donc ça m'a surpris un petit peu en me disant, mince, comment ça se fait? Et je me suis intéressé à eux, et notamment, on avait déjà un projet à l'époque de cuisine qui tournait autour de la cuisine d'alimentation, puisque Clara avait 7 ans, donc c'était vers 2007-2008, on a créé un blog qui s'appelle La cuisine de Mémé Monique. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait faire la cuisine elle-même, elle voulait apprendre la cuisine, donc à 7 et 9 ans. Et le site a perduré tout ce temps. Bon, il y a eu des hauts, des bas, je reviendrai peut-être un peu plus tard dessus. Et maintenant, en fait, la cuisine de Mémé Monique est un site référence en France donc, concernant la cuisine. Donc c'est très marrant parce que c'est des gamins, ou des petites filles en fait, qui sont à l'origine de ça, qui le gèrent complètement. Encore aujourd'hui, désormais c'est des adolescents, mais bon, on y reviendra au fur et à mesure. Alors la génération Z, c'est quoi? Parce que j'entends dire beaucoup de choses, et dans la dernière intervention, il y avait des choses qui m'amusaient, qui me faisaient sourire, parce qu'on était en 2006. Donc c'est très vieux, ça fait 10 ans. C'est plus la génération actuelle. Quand on montrait l'image avec les écrans, etc., moi ça m'amusait beaucoup parce que les écrans d'ordinateur ils y vont plus, donc on est loin de... Il y a des énormes écarts. En plus, pour une fois, cette génération Z, à la différence de beaucoup d'autres générations, la rupture a été très brutale entre les Y et les Z. Et la semaine dernière, j'avais mes 2 filles avec moi et on faisait une conférence avec simplement des Y qui avaient voulu avoir des choses, et les Y ont pris des baffes de tous les côtés. Ils ne comprennent pas la génération Z qui arrive. Donc voilà un petit peu pour situer le tableau. Et donc dans ces générations, vous avez les dates. Donc c'est baby boomer pour les plus anciens, génération X, la génération Y. Et on est passé des générations qui faisaient 20 ans à des générations qui font 15 ans désormais. Et depuis 2010, c'est plus la génération Z, c'est une nouvelle génération, c'est la génération A pour alpha qui est arrivée. Je peux vous dire qu'il y a déjà des recherches qui ont été menées sur eux, et même des journalistes qui m'ont déjà contacté en me demandant des informations sur la génération alpha. Alors moi je m'en occupe pas parce que j'ai pas les exemplaires à la maison, et ça me suffit déjà largement avec mes petits Z. Mais il faut savoir que déjà sur eux, on établit des prévisions sur leur comportement, etc. Une dernière génération qui est dans tout ça, c'est la génération C, dont vous entendez parler parfois. Alors autant ces générations qu'on a sont toutes des générations sociologiques, que la génération C, c'est une génération marketing. C'est la tranche d'âge des 18-24 ans. Alors même chose, il y a beaucoup de mélanges par rapport à ça. Je vois beaucoup d'études qui sortent. On parle de génération Z, mais en fait on parle des C, et c'est 18-24 ans. Ça n'a plus rien à voir. Dans 2-3 ans, ça marchera. Alors qui sont ces générations Z? Je vais faire une légère introduction par rapport à eux. C'est la suite logique des générations Y déjà. Donc la génération Y était déjà un peu connectée sur Internet et tout. Eux, ils ont réellement constamment, ce sont des pures digito-natives. C'est-à-dire que le bruit d'un modem, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu le bruit d'un modem. Ils sont nés en même temps que Google. Alors, évidemment, ils n'utilisent plus
l'ordinateur, puisqu'en fait, ils ont été élevés, je dirais, avec des smartphones ou des tablettes. Donc pour eux, toute l'informatique, tout Internet passe par là. Et on verra que, curieusement, ça a une influence sur leur alimentation ou sur le sport. Et il faut bien se mettre à leur place, c'est qu'ils sont simplement connus des attentats, des guerres, des crises, de tous les côtés, et avec beaucoup de problèmes économiques. Donc ils ont adapté leur mode de vie à un système économique qui n'est pas florissant, qui pose de nombreux problèmes. Et également, c'était mentionné tout à l'heure, sur l'écologie, l'écologie à tout va, de tous les côtés, mais de manière transparente, parce qu'ils ne vont pas le dire. Quelques aspects cachés par rapport à Internet proprement dit. Ils sont matures sur Internet pendant 13 ans. Ça, c'est des études sur l'Université d'Anvers, notamment, qui travaille sur ça. Et les capacités techniques du smartphone et communication numérique sont identiques pour un gamin de 6 ans et un adulte de 45 ans. Donc parfois on se dit, sur l'usage des outils, etc., ils ont des problèmes, pas trop. Par contre, c'est vrai qu'ils sont ultra connectés, et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, exclusivement par mobile. Alors, il y a 2-3 ans, la SMENO, qui est une mutuelle étudiante, qui fait tous les ans une enquête auprès des lycéens, a changé de discours en disant, en fait, cette notion de dire c'est dangereux, c'est pas bien, etc., non, c'est la normalité. Ils sont aperçus dans leur enquête, en fait, que ça n'empêchait pas le lien social dans la vraie vie. Et bon, il y a d'autres études, en fait, qui prouvent même que ceux qui ont la vie la plus active dans les réseaux sociaux ont la vie la plus riche à l'extérieur. Et pour la première fois également, il y a un phénomène un peu particulier, c'est que c'est un phénomène international au niveau de la génération Z. Si vous prenez des études, moi c'était très marrant, par exemple, on parlait de drogue, d'alcool tout à l'heure, c'est les Anglais qui ont enclenché les premiers sur le domaine, ils ont sorti les premières stats. Effectivement, ils consommaient moins d'alcool, ils consommaient moins de drogue, à l'exception du cannabis qu'ils continuaient à faire. Et toutes les études qui ont suivi après, à travers les pays, ça correspondait exactement. Et dans plein d'éléments, il y a la BNP, dans un autre domaine, qui a fait une étude sur l'an dernier ou il y a 2 ans, sur l'emploi, comment ils allaient se représenter dans les entreprises. C'est exactement ce qu'on voit aux États-Unis ou dans les autres pays. Curieusement, ce n'est pas les États-Unis qui sont à la pointe par rapport à cette génération Z, c'est plutôt l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et il faut savoir également que les pays asiatiques sont très très concernés par cette génération Z. Grosso modo, il n'y a qu'en France qu'on n'en parle pas. Ça fait 2 ans seulement en France qu'on en parle. Et moi, j'ai créé, tout à l'heure je ne l'ai pas dit en présentation, mais j'ai créé un site sur la génération Z il y a 3 ans maintenant, parce que je pensais que la presse et les médias allaient en parler, comme j'avais parlé de la génération Y avant. Sauf qu'en France, personne n'a voulu en parler. Et donc, je suis l'un des rares sites qui en parle et qui donne des infos par rapport à eux. Alors, autre élément important dans leur évolution et dans leur comportement qu'ils auront, y compris par rapport à l'alimentation, ils ont inventé leur propre système de communication. C'est quoi leur communication? On passe systématiquement par les médias et réseaux sociaux. C'est une communication par l'image. Le texte, pour eux, n'a plus d'importance, à tel point qu'on verra tout à l'heure, ils peuvent créer des recettes simplement en voyant une photo ou une série de photos. Ils n'ont pas besoin d'explications de recettes toutes écrites. Et ils choisissent en fait leurs services également, donc leurs réseaux sociaux, en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que j'ai une des filles, par exemple, qui était l'an dernier en Allemagne pendant 3 mois, et elle utilisait 3 outils. Et il y avait un truc par rapport à Facebook, des e-messages, des SMS, et également dans Snapchat. Voilà, on avait les 3 outils, elle les utilisait, parce qu'ils avaient des raisons particulières de les utiliser. Et ils fonctionnent comme ça avec tous leurs amis. Et puis en plus de ça, ils ont une stratégie de communication qui est innée pour eux, marketing également, donc ils s'adaptent par rapport à ça. C'est des adeptes des basiques du Web 2.0. Pendant très très longtemps, moi j'expliquais aux entreprises ce qu'était le Web 2.0, comment ça fonctionnait, la notion d'amis entre guillemets de Facebook, avec les liens faibles qui vont avec, c'est-à-dire que c'est des liens d'influence qui permettent d'évoluer, de gens qu'on ne voit pas très très souvent. Et élément également par rapport à eux qui jouent, c'est leur paradoxe, parce qu'en fait ils en ont plein. Ils sont très nombrilistes, c'est leur
leur monde à eux. On retrouvait la notion d'image, de dire je me nourris, mais c'est également pour voir ce que je mange. Et attention, il ne faut pas que je dépasse, sinon la représentation n'est pas belle. Je vous donne un exemple. L'image va parfois très loin. C'est-à-dire que j'en ai une qui est malade, qui fait une angine en ce moment. Elle se refuse à se prendre en photo pour se mettre dans Snapchat parce qu'elle est malade. On ne se met pas en scène en étant malade. Donc on peut prendre des boîtes de médicaments, mais on ne va pas se prendre soin. Donc voilà, c'est des comportements comme ça qui agissent aussi, et ça aura un rôle sur l'alimentation également. Et en paradoxe, évidemment, parce qu'ils sont toujours en train de regarder comment ils sont, mais ça va vivre sans plusieurs communautés autour d'eux. J'avais vu le terme tout à l'heure dans la première présentation également. Ça rejoint donc cela. Alors, l'un des gros trucs qu'ils ont, en fait, c'est que cette génération Z, donc ceux qui sont nés entre 1995 et 2010, ils n'arrêtent pas de considérer qu'il faut avoir une vie plus saine, avec des comportements vis-à-vis de l'alimentation, on y reviendra après. Il y a également un phénomène qui est le retour de la cuisine chez soi. Tout à l'heure, vous posiez une question en disant est-ce que le basculement s'est fait au niveau à quel moment moi, je pars d'un constat désormais en me disant en fait, il y a 2 générations, grosso modo, qui n'ont pas transmis leur savoir. Au niveau des grands-mères ou des parents. Et d'ailleurs, même les SAMU sont obligés de mettre en place des sites internet pour expliquer maintenant comment on fait pour prendre la température, à partir du quel moment il fallait voir un médecin, etc. Et ça rejoint. Et on a par exemple le domaine de la cuisine, le domaine du jardinage ou de l'entretien des maisons. Mais il n'y a pas eu la transmission. Et la génération Z veut retrouver cette transmission, justement. Donc, ce qui expliquera aussi peut-être qu'on retrouve des différents phénomènes. Donc, la cuisine, chez soi, on la retrouve. La qualité des produits, c'est-à-dire on me racontait une histoire il y a la semaine dernière, quelqu'un qui s'en amusait, qui connaissait relativement bien la génération Z aussi, parce qu'en fait, elle avait invité des amis à sa fille, et la gamine de 17 ans demandait le soir quelle était l'origine de la viande qui était servie, et est-ce qu'elle connaissait le producteur, etc. Il fallait tout le tracer. C'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Enfin, moi, à leur âge, j'aurais jamais pensé à ça. De manière, on était complètement à côté. La génération Y, même chose. Il y en a certains qui y sont, mais généralement, ils sont plutôt végétariens et tout, au départ. Mais les autres, pas. Mais là, non, c'est des gens basiques, quoi. C'est des gens comme vous et moi. Et ben, voilà, pour eux, c'est établi, c'est comme ça. Et donc, il y a une très grande connexion, effectivement, entre l'alimentation et la santé. Bon, c'est ce que rejoint ce qu'on disait jusque-là. Moins de drogue et d'alcool, parce que je l'avais rajouté à ce niveau-là. Et également, il y a une émergence de la pratique d'un sport, avec un phénomène très marrant, qui est que moi, par exemple, à la maison, j'ai affaire à des spécialistes du corps humain et de l'activité sportive. Parce qu'en fait, il y a des gros discours entre les 2 filles sur le rythme auquel il faut faire le sport, sur quand elles ont un problème musculaire. Alors vous avez la description du muscle et de quoi ça provient et pourquoi c'est arrivé. Moi je suis effrayé parfois en me disant mais moi pour courir j'ai une paire de chaussures, un short, je vais courir quoi. Mais elles non, c'est détaillé dans tous les sens et en large et travers. Et tout ça parce qu'en fait elles ont des applications, on y reviendra tout à la fin, qui permettent de le faire. Alors la génération, c'est aussi des paradoxes. Et par rapport à vos images, justement, ça m'a amusé parce que j'ai l'une de mes filles qui a un blog, dans mon blog, c'est un blog avec RFI et France 24, dans lequel elle parle beaucoup de la génération Z. Et elle a fait un article dernièrement sur la génération Z ou le futur de l'alimentation. Et en fait, elle explique que ce que vous voyez sur Internet de leur alimentation, en fait, c'est divisé en 2 parties. Vous allez voir qu'il y a, grosso modo, ceux qui font de la nourriture saine. Donc c'est la salade, les fruits, les smoothies, etc. Et ce qu'elle appelle la malbouffe, très gras, très sucré, hamburger, pizza, frites, etc. Et elle explique qu'en fait, la malbouffe, ils la montrent en photo, mais c'est pas pour autant qu'ils y vont. Quelque part, c'est le rêve inaccessible qu'ils vont de temps en temps piocher. Et alors, si vous allez sur un site, moi je trouve que c'est le plus flagrant, c'est WeEarthIt, W-E-Earth, H-E-R-T, et vous allez voir, c'est à mon sens, beaucoup de gens qui ont entre 14 et 18 ans qui sont dedans, beaucoup de filles d'ailleurs. Et vous allez voir les photos, effectivement, vous avez la confrontation des 2. Et c'est pas pour autant qu'ils vont... Clara, pour ne pas la nommer, elle n'arrête pas d'aller liker des photos avec du chocolat qui descend de tous les côtés, des hamburgers avec 15 000 couches, du fromage de tous les côtés. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'elle va manger ça. Donc elle l'explique très bien parce que on a ce phénomène-là. Et curieusement, parce qu'en fait, cette implication, enfin, ce comportement alimentaire de cette génération Z a déjà des interférences avec ce qui se passe avec les entreprises.
Aux États-Unis, McDo, en ce moment, ça va mal. Ça va mal, pourquoi? Parce que c'est plus du tout adapté à la génération Z. Ils sont en train d'essayer de modifier complètement tout leur modèle pour que ça puisse marcher avec eux. Et d'autres marques de restauration rapide ont bien compris et ont pris le contre-pied par rapport à ça. Alors, pourquoi Génération Salade? Pourquoi le titre Génération Salade? C'est en fait Business Week qui a sorti ça en disant en fait c'est la génération de la salade, c'était un titre qu'ils ont donné. Et effectivement, on sait qu'avec eux, la consommation de salade va augmenter. Donc ça correspond bien. Et en fait, ça vient d'un rapport NPD. NPD, c'est une société qui fait des enquêtes pour des entreprises et qui a fait une étude sur l'alimentation des jeunes, alors, notamment aux États-Unis. Tout à l'heure, quand je dis que c'est international, c'est vrai qu'il y a quelques particularismes parfois, et nous on en a un par rapport à l'alimentation. On ne se nourrit pas comme les Américains tout à fait, donc on a un léger décalage, mais les tendances restent à peu près les mêmes. Et dans ce rapport, notamment, il y avait le retour du petit déjeuner préparé, c'est-à-dire que les Américains ont de fortes chances d'aller manger des petits déjeuners qui vont se faire eux-mêmes désormais, plutôt que de prendre un truc n'importe comment. Le deuxième point, c'est que la nourriture n'est plus locale. C'est-à-dire que jusque-là, nous, on mangeait français en général. Sauf que maintenant, pour eux, c'est une nourriture ethnique et internationale. Avec Internet, ils ont accès à plein de sortes d'alimentation qu'ils peuvent très facilement faire. Moi, je sais que les filles sont invitées à une soirée sushi prochainement où toutes les jeunes filles vont s'amuser à faire des sushis entre elles. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait avec eux, mais c'est pas grave. Quand je discuté avec Clara, elle m'a dit oui, c'est pas grave, on ira voir sur Internet comment ça se fait. Ah oui. Donc on arrive à. Même nous, on mange. Il y a plein de smoothies à la maison. Voilà, les smoothies à 10 ans, moi je connaissais pas quoi. Et c'est plein de choses comme ça qu'on découvre. Et donc il y a un mélange des cultures de cuisine qui peut se créer au fur et à mesure. Et eux sont en plein dedans. L'obésité serait en déclin. Et quelque part, il était dit aussi que, et je suis pas loin d'y croire complètement, que la malbouffe deviendrait le nouveau tabac. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme lutte par rapport au tabac. On n'a pas encore fini en France par rapport à ça, surtout quand on prend des pays comme l'Australie ou des choses comme ça. Mais le tabac est vraiment tabou depuis plusieurs années, donc on n'y est plus. Et l'obésité prend le même chemin. C'est-à-dire que l'obèse sera montré du doigt, quoi, grosso modo. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la tendance qui existe. Et il y a également le danger, on parlait des régimes tout à l'heure, que les jeunes filles faisaient des régimes. Alors là, ce n'est pas seulement les jeunes filles, c'est même les personnes un peu plus âgées. C'est l'obsession des modes alimentaires. C'est-à-dire qu'on voit plein de modes apparaître en ce moment. Alors je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal non plus. C'est les intolérances alimentaires, c'est les régimes macrobiotiques, les véganes, le paléo, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui nous sort régulièrement. Je ne sais pas si c'est toujours bien maîtrisé. Moi, c'est la question que je me pose aussi, parce qu'on peut en faire, moi je veux bien qu'on en fasse, à partir du moment où c'est maîtrisé réellement. Dans la pratique, je ne suis pas du tout certain que ça soit maîtrisé, et donc il y aura peut-être des problèmes à ce niveau-là à gérer. Ce qu'ils veulent par rapport à l'alimentation, il y a un premier phénomène, c'est qu'ils ne veulent jamais manger 2 fois la même chose. Alors nous, c'est très marrant, parce qu'à la maison, c'est vrai que nous ne mangeons jamais 2 fois la même chose. En plus, on mange midi et soir pratiquement à la maison, mais il y a toujours des trucs qui sont variés, qui changent. Ça peut ressembler, mais ça ne sera pas tout à fait ça. On est toujours en train de tester des trucs qui viennent de partout. Et si vous allez voir dans mes mémoniques, mes mémoniques dans les réseaux sociaux, vous verrez, parce qu'on prend en photo tous nos éléments. Et ils veulent revenir aux manières de leurs grands-parents. Donc là, je rejoins déjà ce que je disais tout à l'heure. Alors, ils préfèrent les aliments cuisinés à la maison, à tel point que, par exemple, aux États-Unis, les chaînes de restauration dans les universités ont dû modifier complètement leur structure. Déjà, il y a un problème au niveau des horaires, on y reviendra après, mais bon, pour ces chaînes, elles sont ouvertes 24 heures sur 24 désormais. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont mis des fours instantanés, enfin des fours rapides, pour que les gens puissent créer eux-mêmes leur repas, qu'ils puissent les enfourner et les manger, afin que les gens puissent créer eux-mêmes, faire leur propre cuisine, en fait, leur propre popote. Et ça, on n'avait pas jusque-là. Donc, c'est bien une évolution qu'il y a également à ce niveau-là. Ils ont une tendance à passer plus de temps dans la cuisine. Alors moi, en confirmation, j'ai même des cours, entre guillemets, qui sont organisés à la maison.
C'est-à-dire que les filles, leurs amis, voyant les photos, etc., demandent à suivre que les filles leur fassent un cours de cuisine pour faire un repas complet. Donc moi, je mange des repas que je n'ai pas demandé, mais qu'elles ont décidé comme ça. La dernière fois, c'était tomate caramel, risotto aux champignons. Je ne sais plus ce que c'était le dessert, un financier, oui. Un financier en dessert, voilà. C'est ce que j'ai mangé. Pas mal, hein, mais voilà, c'est elle qui décide. Et donc, il y a également le retour du sandwich maison. Est-ce qu'on va à la cantine ou pas? Alors, moi, la cantine, après, je réfléchis par rapport à cette notion de cantine en me disant, oui, on nous dit que les repas à la cantine sont équilibrés, mais en fait, c'est équilibré à partir du moment qu'on prend toutes les parties du menu, la cantine, ce qui n'est pas souvent le cas. En réalité, ils choisissent de tous les côtés. Et donc, moi, je vois leur phénomène, et c'est pas que mes filles, hein, il y a plein de leurs amis et plein de gens autour d'elles qui correspondent à ça. C'est-à-dire que maintenant, elles se sont dit, plutôt que de manger à la cantine, je vais me faire mon sandwich. Ou, moi, je dis ma gamelle, mais c'est des bento, c'est des choses comme ça qu'elles se préparent pour aller prendre leur nourriture depuis la maison qu'elles se préparent, avec un menu équilibré, qu'elles emmènent pour manger, et elles râlent parce que dans les lycées, par exemple, il n'y a pas de place pour le manger. Pas fan de micro-ondes, moi je me laisse des points de suspension derrière, parce que dans le sens micro-ondes, je prends une boîte toute faite, je la mets dedans, ça c'est certain, ils ne sont pas fans de ça. Par contre, faire de la cuisine dans le micro-ondes réellement, on a un gâteau qui s'appelle le mug cake. Vous mettez tous les ingrédients dans un mug, vous les mélangez, hop, il gonfle tout seul dans le micro-ondes. Ça, ils adorent parce que ça prend 30 secondes à faire, enfin 3 minutes, et vous avez votre gâteau. Donc ça, ils l'utilisent. Donc voilà, la notion de micro-ondes, elle est particulière. Par contre, les fours traditionnels et les plaques de cuisson, oui, ça c'est vrai, ils n'arrêtent pas de les utiliser. Même chose avec l'influence de l'internationalisation. Il y a des évolutions. Par exemple, les Américains n'utilisent pas du tout les gaufriers comme nous on les utilise. C'est pas toujours des crêpes salées chez eux. C'est des crêpes pour plein de trucs, des gaufres pour plein de choses différentes. Voilà, on commence à avoir le truc qui arrive en France. On a des Français qui commencent à faire ce genre de recette. L'aliment doit être sain, naturel, frais, plutôt que des aliments préparés dans leur choix. C'est-à-dire qu'ils vont refaire les courses au marché, etc. Donc les fruits et légumes, les viandes réfrigérées, les œufs frais, ça y va. 2 tiers préfèrent les aliments et les boissons ne contenant que des ingrédients qu'ils connaissent. Alors ça c'est flagrant, nous on s'en aperçoit avec le site de Mémé Monique, parce qu'en fait les photos qui sont aimées, c'est à partir du moment que les gens connaissent. Donc les gens like la photo, sinon il y a beaucoup de réticence à aller dire j'aime la photo parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ils ont même du mal à demander qu'est-ce que c'est qui est sur la photo. C'est les personnes plus âgées qui vont le faire, mais pas tellement les jeunes. Alors, le dernier point, alors là, ça va faire sauter les nutritionnistes, etc. Mais ils veulent manger quand et où ils veulent. C'est-à-dire que les horaires de repas habituels qu'on avait, petit déjeuner, déjeuner et dîner, eux, ça ne leur convient pas souvent, quoi. Ils ont un rythme qui est complètement différent dans la vie de tous les jours, donc cette notion de séparer en 3 pose d'énormes problèmes. Et donc, on commence à avoir des articles aussi qui disent mais est-ce que le repas, qui était le moment d'être ensemble au niveau des familles, va toujours exister? Alors, aux États-Unis, c'est déjà complètement explosé dans tous les sens. En France, on maintient encore, c'est pour ça que je dis parfois il y a des différences comme ça, mais c'est la question qu'on se pose parce que on parlait du goûter tout à l'heure. Moi, je vois l'importance du goûter qu'elle prend, que le goûter prend à la maison. C'est énorme les quantités de choses qu'elle mange au goûter. Par contre, elle mange beaucoup moins au dîner. Donc voilà, c'est une répartition qui serait différemment. Des impacts avec le numérique, déjà, il y a un premier truc, c'est que cette génération Z est la première qui apprend à ses parents. Et on le retrouve également au niveau de l'alimentation, de la cuisine, proprement dit, parce que parfois, vous la voyez qui prend en main la planification et l'achat de tout ce qui concerne le monde de la cuisine. C'est plus obligatoirement les parents, surtout avec les drives qu'on a désormais dans les supermarchés, c'est pas particulièrement les parents qui vont peut-être faire les courses. C'est peut-être justement cette génération Z. Et qui va faire très attention justement à quel type de produit on a, savoir d'où ils viennent, etc. Ils cherchent une cuisine innovante et ethnique, on avait déjà dit tout à l'heure, et donc grâce au numérique, ils ont une transparence sur les ingrédients, ils peuvent les suivre, ils peuvent aller voir comment ça se passe. Il y a même des applis qui donnent les composants des aliments avec les fameux
les fameuses étiquettes qu'on a désormais mises en place. Mais ça va beaucoup plus loin de ces applications. Et donc, moi, je les vois faire, hein, quelles qu'elles soient, elles ont des applications comme ça. Et un produit particulier, on vient tester pour voir qu'est-ce que donne ce produit. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce que tous les composants sont bons, etc. Donc ça s'ajoute dessus. Donc voir d'où viennent les aliments, comment ils sont cultivés, qui les a produits, et également le numérique avec l'apprentissage de la cuisine que j'expliquais tout à l'heure. Et donc ce que je disais aussi, c'est que la recette n'est plus indispensable, c'est-à-dire la recette traditionnelle telle qu'on la loue, hein, avec le texte de tous les côtés. Pour eux, simplement une photo leur permet de comprendre comment a été fait la recette. Puis après, on adapte la recette à sa façon, à son mode de vie, etc. Alors ça a déjà des effets parce qu'en fait la chaîne dans les universités, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez Taco Bell par exemple qui a répondu au problème qu'avait McDo d'une autre manière en intégrant la nourriture d'une façon différente au niveau de ses structures. Je mets également la pratique du sport qui est reliée avec l'alimentation parce qu'en fait on a des applications également, ils font beaucoup plus de sport qu'avant parce qu'on a des applications du genre Seven qui permet d'être un peu un coach sportif en quelque sorte, qui les guide au fur et à mesure. Des applications santé, je peux vous dire que par exemple s'ils ont des iPhones, il y a une application qui s'appelle Santé qui mesure le nombre de pas que vous faites par jour, avec justement la limite, etc. Et je peux vous dire que c'est très très important pour eux en général. Est-ce que je fais mon nombre de pas dans la journée et avec un autre effet en parallèle, c'est-à-dire que j'en ai une des deux en ce moment qui a un problème au niveau d'une jambe, et elle va chez le kiné, et donc elle était toute contente de monter au kiné, que effectivement elle marche pratiquement plus. Et le kiné était très surpris en disant c'est vachement bien en fait toutes les données que tu as, parce qu'en fait moi ça me permet d'analyser certaines choses. Donc voilà, il y a un échange, même au niveau médical, qui peut se créer à ce niveau-là. Et vous avez tous les équipements connectés également, les petits bracelets qui vous permettent de vous connecter, savoir tout ce que vous faites au niveau du sport. Et ils ont également une grande confiance dans les coachs qui sont en ligne. Alors, par exemple, la Sméno en avait fait un. Il y a l'Arc, qui est un autre coach comme ça, qui vous entraîne pour dire attention, t'as pas fait ton sport complètement, attention à ta nourriture. C'est les Canadiens également qui ont fait un site comme ça au niveau de la nutrition et de l'activité qui était hyper bien fait. Et vous remplissez simplement les temps et ce que vous mangez, et il vous ressort des conseils au fur et à mesure, etc. Et pour en finir avec cette génération Z, ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai vu le mot apparaître plusieurs fois, c'est plaisir. Ils font tout par plaisir. C'est-à-dire que si vous prenez, même ceux que vous connaissez dans YouTube, etc., c'est avant tout, on se fait plaisir, on n'en a rien à faire du reste, mais ça me fait plaisir. Et le deuxième truc, mais c'est simple. C'est-à-dire que s'ils ont un problème ou n'importe quoi, ou si vous rencontrez un problème, si vous leur exposez, ils vont dire, mais c'est simple. Oui, c'est simple pour eux parce qu'eux ont pigé, nous on n'a rien pigé, mais c'est pas grave, c'est simple pour eux. Donc voilà, et en fait, si vous voulez travailler avec eux, de toute manière, il faudra fonctionner sur ces deux modes-là. C'est-à-dire leur montrer que c'est un plaisir, avant tout, leur faire découvrir que c'est un plaisir, alors là ça va marcher, et surtout vous leur dites pas que c'est compliqué, hein, vous dites c'est très simple, je t'explique, et ça va marcher aussi parce que c'est très simple, comme ils ont l'habitude. Donc voilà, vous avez l'adresse du site sur lequel je mets toutes les informations sur la génération Z. Et j'attends vos questions maintenant. Alors merci beaucoup. On échangeait beaucoup pendant votre intervention avec Dominique. Donc on a compris une chose que on avait déjà vue, mais qu'il est toujours nécessaire je crois de répéter sur les adolescents. La génération Z, en gros, et pour caricaturer, c'est plus une génération Zorro que zombie. Ils ne sont pas passifs à attendre que les choses se passent, etc. Et ça, c'est très intéressant toujours de le redire. J'ai une petite remarque et question peut-être, enfin un petit peu critique, hein, sur la généralisation de certaines choses, avec notamment la nécessité aussi de ne pas généraliser. Sur la question socio-économique, par exemple, je pense que tout n'est pas valable sur toutes les catégories de population. Par exemple, notamment, et je vais prendre juste un petit détail de votre intervention, sur le retour au marché, l'approvisionnement, le choix des produits, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là des nuances à faire qui ne sont pas typiques d'une génération, mais qui dépendent aussi du niveau socio-économique, socio-culturel, etc., etc. Alors, je vais répondre en deux temps. Généralement, quand je parle de la génération Z, ce que je raconte sur la génération Z, il y a un tiers de la génération Z qui est comme ça. Il y a un tiers qui est encore plus que ça, et il y a un tiers qui est complètement largué.
Donc après, vous mettez qui vous voulez dans les différentes catégories. Hein. Mais curieusement, c'est pas toujours au niveau socio-économique qu'on va retrouver les phénomènes au niveau de la génération Z. C'est même parfois l'effet inverse. C'est-à-dire que les parents, on a un problème avec la génération Z, c'est avec leurs parents. Les parents qui interdisent les jeunes d'aller dans les réseaux sociaux. Et on en a. Moi, j'ai vu en seconde, il y avait quelqu'un qui n'était pas dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a 2-3 personnes dans une classe de seconde qui n'étaient pas dans un Facebook, pour le nommer. Et toute la communication et tout ce qui se passait avec les autres élèves se faisait dans Facebook. Donc Ise, par exemple, faisait des gâteaux une fois par semaine le samedi. Donc elle indiquait dans le Facebook à quel endroit elle pouvait venir dans le lycée, les gens pouvaient venir manger son gâteau. Ceux qui n'avaient pas Facebook étaient court-circuités. Et donc, curieusement, c'est pas toujours les plus pauvres, pour le dire comme ça, qui ont le problème. Il y a eu des études également qui ont été faites en banlieue, où on s'est aperçu que justement les réseaux sociaux et la génération Z évoluaient beaucoup plus facilement et étaient beaucoup plus sereines et beaucoup plus adaptées et arrivaient à s'en sortir parce qu'ils avaient le contact par les médias sociaux, ils avaient l'influence des autres. Donc voilà, c'est vrai que ça ne s'applique pas à tout le monde, hein, à 100%, c'est certain, et ça reste des tendances. Merci. Alors, une question qui nous arrive d'Internet, justement, donc ça tombe bien. Donc assez longue, et je vous la lis pour ne pas tronquer la pensée de la personne qui l'a posée. Ces comportements d'achat et de préparation seront-ils durables ? Leur temps disponible, donc le temps de cette génération Z, va se réduire avec l'avancée en âge, études, emploi, enfants, etc. Auront-ils alors le temps de s'informer sur tous les aliments, de faire les courses, de préparer leur repas à partir d'aliments bruts, etc. Peut-on prévoir qu'ils basculeront parfois vers les plats préparés ? Alors moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'ils basculeront. Et la notion de la gestion du temps, moi je ne l'ai pas abordée ici, mais il faut savoir que c'est une génération qui va très bien harmoniser sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux que la génération Y. Donc, ils vont avoir des principes et des choses qui leur sont importantes. Si la génération Z en question ont décidé qu'il fallait faire à manger, c'est important pour eux. Ils le mettront devant et ils continueront à le faire et ils auront du mal, à mon sens, à rebasculer dans l'autre sens. Alors, une question, on a plein de questions. Tu avais une question peut-être à poser, Dominique ? Non, non, tu n'es pas prêt ? Oui, madame. C'était une question pour Monsieur Delcroix. Je voulais savoir sur quelle source il s'appuyait et est-ce que c'était des études généralisables à la population française, notamment, parce que vous citez pas mal les Américains et aussi beaucoup votre expérience personnelle, mais voilà, pour savoir si on peut en tirer des expériences, des conclusions. Et par ailleurs, je voulais savoir si les deux autres intervenants partageaient vos conclusions, notamment sur l'aspiration à manger sain, à faire la démarche de façon autonome pour acheter des produits frais, etc. Parce que c'est pas forcément facile à cet âge-là de faire ça. Alors, tout ce que je vous ai raconté, ce sont tous des résultats d'études, à la fois d'études universitaires ou d'études commerciales, enfin faites par des sociétés commerciales, à la demande de sociétés commerciales plutôt. Et j'essaye d'exclure tout ce qui peut être tendancieux quelque part. Parce qu'il y a des choses que je dis parfois en me disant oui, c'est peut-être possible, mais vu qu'il l'a demandé, comment c'était formulé au niveau des questions, etc. Donc ça, je l'exclus. Donc tout le reste, tout ce que je vous ai donné, pourquoi je vous explique par rapport à mes filles, c'est parce qu'en fait, effectivement, ça correspond. Et je vois l'entourage, alors je dis mes filles en règle générale, mais c'est mes filles, leur entourage et les autres Z que je connais tout autour. Il y a beaucoup de conférences que je donne sur la génération Z où j'entends les parents dans la salle, il y a un truc, c'est parents, enfants, Internet, et les parents dans la salle qui disent « Ah bah ouais, ils sont comme ça à la maison ». Bah oui, ils sont tous comme ça en réalité. Mais on dit, peu de gens y font attention. Donc voilà pour ma part. Alors je ne sais pas après si les deux autres personnes corroborent ou pas. Alors, deux casquettes. La casquette clinicienne. Donc moi, j'ai une consultation d'adolescents obèses à la Pitié. Donc c'est des gens qui viennent, comme c'est à l'hôpital, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens probablement et qui sont très, très obèses. Ils sont tous connectés. Ils sont tous très intéressés par l'alimentation. Ce sont des gens qui ont des problèmes de poids depuis très longtemps. Donc quand on leur fait l'hôpital de jour et qu'on leur parle d'alimentation et d'étiquetage et de regarder ça, ils sont très intéressés par la cuisine, sont quand même très intéressés par ça. Bon, on n'y arrive pas forcément parce que c'est des obésités constitutionnelles et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a probablement un levier à prendre avec ça.
au cabinet, je vous disais tout à l'heure, c'est un autre type de population, c'est pas les mêmes. Je vous disais, des garçons arrivent, parents arrivent en disant ils veulent manger végétarien, ils sont intéressés par ça, etc. Donc il y a probablement des choses à faire sur l'information, aider les parents à comprendre ce qu'ils veulent. Bon, alors c'est vrai que vous avez beaucoup de références personnelles, et moi aussi, hein, j'ai une génération Z à la maison qui vient de quitter la maison puisqu'elle vient de partir travailler, faire des études à l'étranger, et je viens de passer le week-end avec elle, et il a fallu que je fasse les courses. Hein. Il a fallu que je remplisse le frigidaire, qu'on aille voir où est-ce qu'il fallait faire les courses, etc. Elle m'attendait pour que, justement, alors qu'à la maison, elle ne cuisinait pas beaucoup. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que ça va suivre ? Eh ben, nouvellement installée à l'étranger, elle a un grand intérêt à cuisiner et à faire elle-même les choses, alors qu'à la maison, elle ne faisait pas grand-chose. Donc du coup, voilà. Donc ça veut dire que c'est quand même, effectivement, ils sont des colocataires, elle n'est pas toute seule, et donc voilà. Donc ils sont aussi, ils vivent à l'étranger, ils savent qu'ils vont aller ailleurs, ils savent qu'ils sont partout. Voilà, et toutes les minutes. Alors, moi, j'ai une question aussi qui me taraude par rapport à l'activité physique et le mobile, le smartphone. Finalement, c'est vrai que depuis qu'il y a le smartphone, ils ne sont plus dans leur chambre, ils ne sont plus devant l'ordinateur, ils bougent, ils sont tout le temps. D'accord, ils ont le mobile tout le temps, mais le mobile, c'est un outil. Et ils sont plus vraiment... Enfin, c'est un outil pour le GPS, aller acheter des trucs, etc. Je pense qu'ils bougeront plus depuis qu'ils ont le GPS, depuis qu'ils ont tous sur leur mobile. Ils sont mobiles. Je ne suis pas sûre, mais c'est quand même intéressant, ça. Donc, bon, pour répondre à votre question, il y a quelque chose. En même temps, ils veulent tous être chef cuisinier ou pâtissier. Enfin, le nombre d'adolescents qui veulent faire pâtissier, c'est quand même assez intéressant, ça, quand même, ça. Bon, alors, il y a eu toutes ces émissions de cuisine qui ne sont pas que des émissions de cuisine en France, hein, c'est partout. Donc, peut-être, hein, les industriels qui sont ici, là, c'est peut-être intéressant de... Pour confirmer, dans les centres de formation, les CFA, etc., les branches de cuisine explosent complètement. Ils multiplient par 100 à peu près les nombres de demandes. Ouais, juste un petit commentaire, juste une observation dans l'étude ELENA. On a bien sûr regardé les rythmes scolaires, mais on a aussi regardé les enfants qui mangeaient à la cantine et qui mangeaient chez eux. Et alors, c'est pas encore sorti, c'est en cours d'analyse, mais on était étonné que la qualité de l'alimentation était meilleure à la maison. Parce qu'on dit toujours que les repas à la cantine sont équilibrés, mais ils ne mangent pas. Soit parce que le choix, c'est un self, c'est différent, soit parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, ils ont des goûters très... Enfin, ça, c'est classique. Donc voilà le résultat. Et après, au niveau de socio-économique, on va regarder, bien sûr, mais voilà, c'était une observation. Les parents payent, et en plus, ils sont... Alors, on a pas mal de questions qui arrivent d'Internet, donc c'est plutôt bien. Peut-on considérer que les messages du PNNS ont fait leur effet sur les parents de la génération Z, et donc du coup qu'il y aurait un facteur explicatif à ce que vous expliquez sur Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est votre abréviation. D'accord. Plan national nutrition santé. Le plan national nutrition santé. Manger 5 fruits et légumes, 3 produits laitiers, etc. Je pense que... Alors, je vais répondre brut de décoffrage. Je pense que ça a gonflé les parents. Mais par contre, que les gamins l'ont retenu. Mais je sais pas, hein, je pense que c'est ça, mais je sais pas trop... Caroline Haver, l'année dernière, elle avait montré non, c'est que finalement, ils savent très bien ce que c'est, ils connaissent ça par cœur, mais c'est pas intégré. Hein. Pour le coup, c'est pas intégré. C'est pas... Au contraire, ils comprennent un peu des fois à l'envers. Mais c'était des études anciennes, alors peut-être qu'effectivement, ceux-là sont différents. Il y a peut-être aussi des choses qui sont passées de façon... je sais pas... Parce qu'en fait, il y a eu... le problème de cette campagne, c'est qu'elle est passée de... C'était 8 au début, non? C'est pas ça? 10, oui. Ça n'a pas arrêté de changer. Donc, comment faire confiance à quelque chose qui n'arrête pas de changer? Moi, je me mets à la place des parents, comment moi j'ai réagi, et les gens autour de moi, les réactions que j'ai eues, c'était ça, c'était pourquoi avant c'était autant, puis maintenant c'est 5, et 5 comment, quoi. Et par contre, avec les filles, je reviens à mes filles, parfois on le dit, on se dit, bah tiens, on a fait un plat, on a mangé les 5 fruits et légumes de la journée. Mais en se disant sous forme de plat, simplement, mais sous forme de boutade. Donc, comme quoi, elles le connaissent quand même. Et qu'elles connaissent. Une dernière petite question d'Internet, et puis on passera à la discussion générale.
préparés, apparemment, la question des plats préparés préoccupe beaucoup les internautes. Donc, si il y a quand même des plats préparés, lesquels et sur quels critères de choix? Alors, avec des produits frais, qui sont fabriqués avec des produits frais au point de départ, qu'ils aient une traçabilité complète de tous les ingrédients, et également du mode de fabrication, comment ça a été construit, etc. Alors, c'est toute la problématique que rencontrent les entreprises. De toute façon, il n'y a pas que dans l'alimentation qu'on rencontre le problème. Vous avez le même problème au niveau des vêtements. C'est-à-dire qu'acheter des vêtements, des chaussures, etc., ça va devenir très compliqué pour leur vendre quelque chose. Parce que déjà, j'ai dit tout à l'heure en préambule, en plus qu'ils étaient un peu radins, entre guillemets, j'ai sous-entendu ça en disant ils ont jamais connu que des périodes difficiles, le chômage autour d'eux, les gens qui n'avaient pas de boulot, etc. Et donc ça a une influence sur leur comportement financier, curieusement. Donc ils ne vont pas dépenser tout et n'importe comment. Donc ils vont faire des comparaisons en disant, si j'achète un litre de soupe au supermarché, est-ce que je sais quels sont les produits qui sont dedans, comment c'est constitué? Et en plus de ça, on a les émissions de télévision sur les produits genre Coca ou d'autres, les jambons dernièrement, tout ça, qui font qu'ils n'ont pas du tout envie d'acheter ces produits-là. Que ça renforce ce phénomène. Et en se disant, en plus, le coût d'un litre de soupe, si moi je réalise 5 litres de soupe, que je m'en mets 4 litres au congèle, combien ça me coûte? Et donc on tombe sur un problème de qualité et de coût qui font que c'est pas certain qu'ils aillent l'acheter de l'autre côté. Et au niveau des vêtements, c'est la même chose. Ils vont surveiller, et les entreprises doivent aller. Il faut devenir copain avec eux, leur expliquer qu'on est copain avec eux, qu'on fait ça dans leur bien pour leur faire plaisir, et que mes produits sont de bonne qualité, mais vous n'avez pas intérêt à mentir, pas intérêt à ce qu'ils vous chopent à un moment que c'est pas vrai. Parce que là, vous avez tout perdu. Et ça va être ça le problème, parce que on peut pas leur faire croire que le coca, c'est 100% bénéfique pour votre santé. On va peut-être prendre des questions, on prendra votre question en priorité, mais on va prendre des questions plus générales pour ouvrir la discussion et pour clore cette conférence. Il y a encore plein de questions qui arrivent, alors pour vous d'ailleurs. Mais je propose qu'on ouvre donc la discussion générale. Monsieur, vous aviez une question? Oui, c'est peut-être une question qui peut faire se rejoindre les problématiques des intervenants. C'est la notion de maîtrise, en fait, parce que entre les outils technologiques et puis la problématique de l'adolescence, il y a quelque chose qui me semble se rejoindre, c'est la capacité à maîtriser son environnement et à régler des problèmes d'angoisse existentielle qu'on peut avoir à cet âge-là, non? Ouais. Oui, moi je trouve ça très intéressant ce que vous dites là, parce que c'est vrai qu'ils veulent tout contrôler et qu'effectivement ça les aide à tout contrôler jusqu'au moment où tout se contrôle plus justement dans leur corps, donc ça c'est possible. Est-ce que c'est un effet génération? C'était la question de tout à l'heure. Est-ce que ça va un peu après? Moi je trouve ça très intéressant la question qu'ils ont posée. Est-ce que plus tard, est-ce qu'ils arriveront à garder ça? Je pense que là c'est du jouet en fait. Ou est-ce que ça peut avoir un effet durable, y compris sur leur il y a probablement des gens qui vont lâcher. On avait vu dans l'étude OBEPI, la dernière étude OBEPI, que la classe d'âge justement où il y avait le plus d'augmentation d'obésité alors que les autres classes d'âge diminuaient, c'était les 18-25 ans. Donc justement après, une fois qu'ils ont 18-20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que l'empreinte écologique et l'empreinte traçabilité, etc., ça va rester quand même, parce que ça, ils sont quand même très inquiets par rapport à ça, et ils veulent pas acheter n'importe quoi. Et la question argent aussi, pour eux, faut pas dépenser trop, quoi. Faut pas, je veux dire, quel que soit leur un truc à acheter un aliment trop cher, il faut qu'ils regardent pourquoi, quoi. Je veux dire, il y a cette notion, il y a vraiment cette notion. Je veux dire, pour les courses que j'ai vu faire avec les colocs là, c'est vrai que alors que j'étais là pour lui payer, donc c'était pas qu'elle dépensait elle. Et non, c'est probablement important ça. Ils ont cette maintien ils savent pas très bien ce que l'avenir va apporter à tous. Ils savent bien qu'ils vivent dans un environnement mouvant. J'ai juste rajouté un truc sur la génération Z au niveau de l'adolescence. En fait, c'est la première génération qui passe de l'enfance au monde adulte au travers des réseaux sociaux. C'est-à-dire que justement, cette période d'adolescence en tant que telle qu'on connaissait avant, qu'il y ait bien une rupture, n'existe plus désormais. Au niveau des réseaux sociaux, parce qu'ils sont confrontés directement au monde des adultes. Ils étaient avant entre eux avec les jeunes, et tout à coup se retrouvent confrontés avec les adultes, et c'est comme dans la vraie vie, quoi. Sauf qu'ils sont plus dans leur clan à eux exclusivement. Ça c'est peut-être un
Non, par rapport à tous ces coachs et tous ces gens qui vont venir là, moi ça, quand vous avez dit ça, j'ai eu un peu le vertige. Parce que tous ces coachs qui vont venir un peu, ou qui peuvent aller même jusqu'à des gourous de diététique et d'hyper... Ça, c'est un peu... Ça me donne un peu le vertige, parce que finalement, le filtre, le parent, lui, là... Est-ce qu'il n'a pas un rôle de filtre et justement de voir un peu ce qui se passe, parce que on a probablement dans ces modes alimentaires vegan, trop vegan ou trop sans ci, sans ça, au bout d'un moment c'est peut-être dangereux. Enfin, je veux dire, je crois que les parents ils sont un peu perdus aussi. Je vous dis, j'ai de plus en plus de parents qui viennent en me disant est-ce que vous pouvez les aider et me dire moi ce que je dois leur faire à manger. Enfin, je veux dire, donc vous voyez, c'est en clinique qu'on a ça. En tant que nutritionniste, en tous les cas. Merci. Il y a 2 questions pour vous, Laurent Béguin, sur Internet. Alors, je vais vous les poser en même temps parce que c'est la même thématique. La question des rythmes scolaires, apparemment, a beaucoup plu. Comment est organisée la prise alimentaire des enfants qui n'ont que de petites récréations pendant leur journée de classe? Et pourriez-vous repréciser l'âge des ados observés dans l'étude des rythmes scolaires? Alors, l'alimentation pour ces petites périodes, je pense que ils avaient une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger, donc c'est très rapide. Ils avaient soit le sandwich, soit c'était des cantines rapides, mais ça on n'a pas l'info complètement parce qu'on n'était pas sur place. Premièrement, et l'autre question, c'était sur l'âge. Donc là, les rythmes scolaires, c'est de 12 ans à 16 ans et demi. Et on n'a pas fait d'analyse segmentaire sur les âges différents. Ça peut faire l'objet d'un autre travail, parce que j'ai regardé justement entre les filles et les garçons les durées d'activité physique pendant la récréation. Et donc les garçons font plus d'activité physique, et les filles, plus elles grandissent, plus elles diminuent l'activité physique. Bon, ça c'est un phénomène social tout à fait normal, mais on le montre. Connu et normal. Voilà. 60 minutes par jour d'activité physique modérée à vigoureuse, oui. Donc c'est une marche rapide. Ils font beaucoup de sport par l'internet aussi. Ils font aussi beaucoup de sport par internet, c'est-à-dire qu'ils font dans la population de mes patients, ils prennent beaucoup sur YouTube et ils font ça beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'émergents de sports qui ne sont pas, entre guillemets, des sports institutionnalisés. C'est des sports aussi qu'ils s'inventent. Il suffit de se balader dans pas mal de coins. Par exemple, je pense au free running, qui est en train de prendre de l'ampleur chez cette génération-là. En fait, c'est pas courir, c'est pas sauter. C'est courir, sauter, c'est utiliser l'espace urbain pour faire du sport. Et tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins institutionnalisées, mais qui sont des sports qui commencent à être bien pratiqués et qui sont pas chers du tout, puisque effectivement, il n'y a pas de licence, etc. Et puis également un autre phénomène indirectement par rapport au sport, c'est au déplacement. Ils veulent plus avoir de voiture. Donc ce qui veut dire qu'on revient aux moyens de transport collectifs, plus le vélo, plus le déplacement à pied. Et ça, c'est la même chose. Bon, c'est une étude qui vient du Canada, en l'occurrence, qui en parlait, en disant, avoir une voiture, c'est plus une obsession chez eux, et on en est loin. Au contraire, les constructeurs de voitures, depuis quelques années, certains travaillent sur de la création de vélos, vélos électriques ou autres, mais ils travaillent sur des vélos et non plus des voitures, pour vous situer où on en est, quoi. Et après, il y aura la voiture sans conducteur, mais c'est encore un autre débat qui interviendra également. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, j'ai une question sur Internet qui va, je pense, engager un débat passionné. Non, alors je vais sur ma question. D'après les différents intervenants, donc vous êtes tous interrogés, quel est le regard critique des adolescents sur les informations communiquées sur les produits, étiquettes, Internet, etc., et sur les conseils délivrés? Donc, quel regard critique sur les conseils délivrés? C'est vrai que en termes dans ma clinique, ils connaissent pas du tout l'étiquetage. Finalement, moi j'ai un atelier, je fais une table ronde avec ces adolescents obèses qui viennent effectivement
en général d'un niveau socio-économique plutôt bas, c'est très important. Enfin, je veux dire, ils découvrent, ils ne comprennent pas grand-chose dans l'étiquetage actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est de leur apprendre que c'est juste pour comparer des produits entre eux et pas pour dire ça c'est trop gras, ça c'est trop sucré ou ça c'est trop salé. Donc ça c'est quand même mon message, parce que ça leur permet de comparer. Et ce qui est important, c'est de comparer, c'est pas forcément de désigner un produit comme ou un autre. Après, est-ce qu'ils sont critiques? Souvent c'est un peu, enfin, dans cette population-là. Alors ceux du cabinet, j'en fais un peu moins avec eux, mais dans cette population-là, ils disent, de toute façon on ne comprend rien, de toute façon c'est faux. Ils ont souvent la notion de dire que c'est faux. Alors non, je leur dis non, si c'est légal, si c'est écrit sur un paquet, c'est vrai. Mais ils ont souvent un peu l'impression qu'on leur ment. Mais bon, ça c'est ma réponse. Après, est-ce qu'ils sont critiques? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà vu choisir un autre produit parce qu'il y avait trop de tel truc dans l'étiquetage. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont critiques? Je ne sais pas trop. C'est plus, à la limite, ils ont plus un comportement, je ne sais plus comment s'appelle l'application qu'ils utilisent, en disant il y a trop de points négatifs, donc je ne prends pas. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment bien. Vous disiez ça. Parce que moi, je passe toujours mon temps à dire de chercher des trucs positifs. Augmente les fruits et légumes, augmente les choses qui sont bonnes, même si le reste du temps, tu as une alimentation déstructurée. Donc, c'est ça. C'est vrai que peut-être il faut faire l'accent sur de rajouter les choses positives et ne pas toujours incriminer les choses négatives. Ça, pour eux, alors ça, c'est à mon avis très important, et ça je suis content que vous disiez ça. Non, mais c'est comme ça rejoint un petit peu les émissions de télévision, je disais Coca-Cola, le jambon, etc. C'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que ils voient des choses négatives, donc ils se disent j'en prends plus. Alors j'en prends plus, tout est relatif, hein. Soit disant qu'elle n'allait plus prendre de coca, je devrais prendre de temps en temps un coca quand on fait un voyage. Mais la consommation n'est pas à la limite, avant on aurait fait un voyage, on aurait pris un coca systématiquement en cours de route. Là non, on essaye de négocier, de dire bon, j'évite de le prendre, quoi. Ça vous généralisez beaucoup là, peut-être là, parce que les autres. Non, il y en a d'autres, ça va pas être le cas. Les adolescents sont pas forcément comme ça. Mais en même temps, ceux d'après, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter encore? Il va falloir que tout le monde bouge avec eux. C'est le propre de l'adolescence, hein. Justement, plus il y a du jeunisme, c'est pour ça qu'il faut lutter contre le jeunisme des parents, parce que plus on essaye de leur ressembler, plus ils vont changer, essayer de se modifier, parce que c'est leur façon à eux de devenir, d'avoir une identité propre. Donc c'est vrai que là, pour le coup, les parents, il ne faut pas trop non plus vouloir les ressembler. Ça, c'est quand même la première chose que je dis aux parents. C'est pour ça que le jeunisme, le fait de vouloir trop ressembler à des jeunes quand on est parent, est assez mauvais. Tu es en train de nous dire, vous arrêtez de bouger, vous mangez du chocolat et vous arrêtez devant la télé. C'est ça? Pas dit ça. J'ai dit essayer. Non, pas forcément ça. Non, mais par contre, je suis entièrement d'accord, c'est très intéressant parce qu'on avait aussi ça dans l'Imado où les ados nous disaient j'aime bien ça, mais ils le disaient pas devant leur père parce que devant leur père, il fallait pas dire qu'ils aimaient les mêmes choses que les parents. Par contre, quand on les avait dans le domicile ou interrogés face à leurs parents ou à leurs grands-parents, ils avouaient tout à fait manger des aliments qu'ils disaient, qu'ils qualifiaient d'ailleurs dans l'Imado d'has-been, mais qu'ils aimaient bien, mais c'était leur, on va dire, leur précaré caché. D'autres questions peut-être? Alors, oui. J'ai une question sur le petit déjeuner, puisque vous avez dit, Monsieur Delcroix, mais c'est aussi vrai pour... la question est pour tous les trois. Vous avez parlé d'un retour au petit déjeuner. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est plutôt le week-end? De quoi on s'aperçoit? A priori, selon l'enquête, ce serait tous les jours. Ça serait régulièrement qu'ils reprendraient un petit déjeuner. Les Américains font toujours des études qui nous montrent ce que nous on faisait avant. Enfin, c'est toujours un peu comme ça. Par rapport au repas en famille aussi, ils viennent de dire qu'il faut manger en famille. Bon, alors, tant mieux. Yeah. Mais en même temps, c'est vrai que quand même, il y a des frémissements. Alors, c'est peut-être pas dans toutes les villes américaines. Il y a quand même, c'est peut-être dans les New York et les choses un peu. Il y a quand même un retour à l'alimentation saine, entre guillemets, aux États-Unis. Il y a une volonté, de retour à l'alimentation saine et à la prise en compte de l'obésité aussi, de dire on va essayer de lutter contre l'obésité. Enfin, une dernière question sur Internet. Je crois que
tu as en partie répondu quand tu parlais du mobile avec lequel il bouge. Mais on va conclure sur cette question. Pour favoriser l'activité physique, ne doit-on pas favoriser des applications type Pokémon Go qui les font marcher? Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'était une autre peut-être question dans la salle. Juste sur Pokémon Go, il faut faire attention parce que là, il y a des gros problèmes identitaires par rapport à Pokémon Go, où c'est fait également pour récupérer des infos sur la personne. Donc il y a une deuxième application qui va bientôt sortir dans le même genre. Bon, peut-être, mais et c'était très épisodique, c'est-à-dire que c'est monté en flèche à la fin de l'été, et ce que certaines personnes disaient n'était pas faux, c'était les vacances pour certaines personnes, quoi. C'était on fait le Pokémon Go parce qu'on peut rien faire d'autre. Ouais. Donc merci beaucoup à tous. Peut-être un mot de la fin de chacun d'entre vous. La question initiale, donc c'était y a-t-il un effet génération? Peut-être que chacun veut peut-être le moduler, ou dire juste 3 mots pour conclure. Alors, bon, il y a probablement un effet âge structurel de modifier, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on devient à cet âge-là, et puis de se distancier et de l'enfance et de l'adulte. Donc il y a probablement un effet d'âge, mais bien évidemment l'époque modifie ça. Et l'adolescent, comme je disais tout à l'heure, il veut toujours nous surprendre, il veut toujours être différent de ce qui était avant lui. Et après, peut-être effectivement revenir un petit peu à l'âge adulte, mais c'était vraiment une période où il faut surprendre. Donc chaque génération va surprendre la génération d'avant, et ça, c'est peut-être ça. Moi, désolé, je n'ai pas d'avis pour l'instant, mais je répondrai à cette question dans quelques années, quand on aura revu nos adolescents devenus adultes. Vous avez déjà anticipé un peu le sujet, et donc dans quelques années, on aura des infos. Justement, on a tous ces questionnements. Est-ce qu'ils mangent à la cantine? Est-ce que les parents les aident à bien manger? Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Tout ça, on l'a dans les bases de données. Ils ne sont pas forcément tous exploités, on ne les sont pas visibles, mais on les a dans les bases de données. On verra ce qu'ils sont devenus dans quelques années. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. J'espère avant. Moi, je pense qu'il ne faut pas dissocier l'alimentation, la santé, etc., du reste de leur comportement. Parce que c'est tout un ensemble de choses qui sont en train d'évoluer. Vous venez de parler de la cantine. Qu'est-ce que va devenir le collège d'ici 20-30 ans? Est-ce qu'il va encore exister en tant que tel? S'il n'existe plus, il n'y a plus de cantine, quoi. Et donc, c'est d'autres modèles qui vont se mettre en place. Donc, il faut suivre tout ça, y compris au niveau commerce, au niveau médecine, etc., pour voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour finir. Je crois qu'aussi, même s'il y a un effet génération, il ne faut pas imaginer que il y a un adolescent typique, il ne faut pas les essentialiser, il y a de multiples adolescents qui viennent de lieux différents, de milieux différents, qui ont des gènes aussi qui différencient. Et c'est toute cette diversité qui fait l'adolescence aujourd'hui qu'on utilise au singulier, mais il ne faut vraiment pas trop la singulariser et se dire que c'est cette diversité qui fait la richesse des adolescents d'aujourd'hui et que forcément leurs assiettes peuvent varier aussi un peu. Merci à tous.